Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 330 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, en cette date d'anniversaire du Basket Lab, le 16 octobre, c'est la All Hipster Team 2024 du Basket Lab. Notre équipe où on tente de dénicher des talents sous les radars, vous allez voir. Et puis, pour soutenir le podcast, surtout en ce jour d'anniversaire, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles, bienvenue dans le Basket Lab. La All Hipster Team du Basket Lab, bienvenue aux nouveaux qui vont découvrir ce format et bienvenue aux anciens qui le connaissent déjà. Alors qu'est-ce que c'est la All Hipster Team ? Eh bien c'est une équipe qu'on construit. Une équipe où en fait on va essayer non pas de drafter mais de constituer une équipe de joueurs un peu sous les radars, de joueurs hipster. Voilà, c'est un peu le but. Quand j'ai créé le Basket Lab à l'époque, je me suis dit, moi qui suis un peu un amoureux de scouting, on va essayer de faire cet exercice assez fun de non pas scouter des joueurs que tout le monde connaît, mais d'essayer de prédire et de dénicher des petits talents là où personne ne va, des joueurs vraiment assez méconnus. Donc voilà, c'est un peu le but de la All Hipster Team, c'est d'essayer de dénicher ce genre de talents cachés, très sous-estimés, très lointains. Donc en effet, on n'est pas sur un taux de réussite qui va être très grand parce que ce sont des paris assez risqués, évidemment. Mais voilà, c'est un peu le but de chercher les fonds de tiroir de la NBA, voir s'il n'y a pas des joueurs qui peuvent faire carrière à partir de ça. Donc, scouting un peu obscur, si vous voulez. Mais je sais que c'est un format que pas mal de gens aiment bien. Et en plus, donc, vous allez voir que c'est un format où il y a pas mal de réussite également. Il y a des fois, on a eu un peu le nez creux en termes de scouting de joueurs obscurs. Donc, on va dérouler tout ça. Mais avant ça, je rappelle quelques critères, puisqu'il y a quand même des critères par rapport à ça. Donc, premier critère, c'est moins de 26 ans, d'abord, puisque le but, c'est quand même de scouter et de voir s'ils peuvent pas faire carrière derrière. Donc, moins de 26 ans, premier critère. Le deuxième critère, c'est moins de 150 matchs NBA, puisque le but n'est pas de faire une équipe avec qui sont les meilleurs role-players, les meilleurs glue guys de NBA. Non, le but, c'est de voir qui n'a pas encore trop joué en NBA et qui pourrait avoir une carrière. Donc ça, c'est aussi assez important. Il faut que le mec n'ait pas trop joué dans moins de 150 matchs NBA. Troisième critère, pas drafté au premier tour. Voilà, clairement, ça pose le critère, c'est on essaie de regarder non pas les fonds de tiroir, mais peut-être les oublier, pas des scoutings évidents, parce que voilà, des mecs qui sont draftés au premier tour, c'est quand même assez facile, hein, c'est quand même un niveau de talent pur plutôt évident, alors que deuxième tour, alors pas drafté du tout, c'est un autre niveau, donc on est vraiment sous les radars, hein, vraiment, donc pas drafté au premier tour. Et puis le quatrième critère qui est un peu plus subjectif, en tout cas moins mesurable, c'est on tente de prendre des mecs pas trop connus. Voilà, en termes de popularité, on prend des mecs qui n'ont pas encore explosé totalement, qui sont pas trop connus. Par exemple, en 2021, quand j'ai fait ma toute première équipe, la All Hipster Team, je n'avais pas pu prendre, je m'étais refusé à prendre deux mecs qui étaient Terrence Mann parce qu'il avait explosé dans les playoffs 2021, le fameux match à 35 ou 40 points, je sais plus, là, contre le Jazz, où il met plein de 3 points, il était devenu trop connu, ok, ou alors Daniel Gafford aussi, que j'aime beaucoup depuis des années et des années, même à l'époque de Chicago, mais il avait été échangé aux Wizards, il avait fait 2-3 bons mois aux Wizards, et tout le monde le connaissait, ok. En 2022, par exemple, Gabe Vincent et Max Strus étaient devenus trop connus à cause du run de playoff 2022. Donc, j'ai passé 6 mois à me dire, ah, trop cool, j'ai ma All Hipster Team pour l'an prochain. Et en fait, non, ils étaient devenus trop connus. Bref, il y a plein de cas comme ça. Hartenstein aussi. Tiens, Hartenstein que j'avais sur ma All Hipster Team, que j'avais pas pris au final parce que trop connu. Voilà, l'année où il était backup aux Clippers, il a fait de très 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 belles choses. Je m'étais un peu refusé de le prendre pour laisser de la place et des plus obscurs, mais voilà, dans l'idée, Hartenstein fait partie des All Hipster Team. En tout cas à moitié, on va dire, mais c'est le genre de critère de subjectivité, de pas trop connu. Et donc, avec ces critères, avant de passer à l'équipe de 2024, on a déjà fait 3 anciennes QV, 2021, 22 et 23. Et donc, je vous propose de faire un rapide bilan de ces joueurs-là avant d'avancer pour voir un peu quelles sont les réussites, quels sont les échecs. La première équipe, la toute première All Hipster Team, nous avions Malachi Flynn et Trey Jones en meneur de jeu, PJ Dozier et Garrison Matthews en arrière, Jason Tate et Yuta Watanabe au poste 3, Oshae Brissett et Jared Vanderbilt en poste 4, Naz Reid et Moses Brown en poste 5. Donc ça, c'était la toute première équipe. Bon, il y a des noms, on n'a même pas besoin d'en parler, parce que effectivement, ils ont explosé, donc c'était un franc succès. En l'occurrence, là, pour cette équipe-là de 2021, je pense que Naz Reid, on n'a pas besoin d'en parler, vous connaissez, mais je pense que c'est mon plus gros succès, Naz Reid, ou un de mes 2 ou 3 plus gros succès sur la All Hipster Team. Franchement, j'ai eu du nez, pour le coup. Mais voilà, Naz Reid, je pense qu'on n'a pas besoin de développer. Vanderbilt aussi, pas besoin d'en parler, je pense qu'on le connaît tous, il a explosé en plus depuis. Je pense que Jason Tate, il fait son petit bout de chemin à Houston, donc voilà. Yuta Watanabe continue de passer d'équipe en équipe. Je pense que moi, je l'aime pas mal, hein. J'aime vraiment pas mal son QI basket et ce qu'il peut apporter
défensivement. Ce qu'on a vu, c'est que on a eu le shoot qui est rentré très très bien une année. Je crois que c'était la 23 à Brooklyn. Bon, c'était un peu une surchauffe. On a vu que depuis, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, Yuta Watanabe, il se fait sa place en NBA, mine de rien, Watanabe. Oshae Brissett, qu'on a vu aussi à Boston l'an passé, continue un peu à faire d'équipe en équipe. Malheureusement, ça n'a pas accroché aux Pacers. Et puis à Boston, je crois qu'il a été coupé. Il n'est plus aux Celtics, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Moses Brown, en tant que pivot, il a un peu disparu. En tout cas, on est vraiment sur la stagnation du projet Moses Brown, qui était un grand pivot, immense pivot, qui était à la base à OKC, les toutes premières années du cycle à OKC. Je crois qu'il passe d'équipe en équipe, mais sans trop rien faire, pardon. Je crois qu'il était à Portland récemment, l'an passé. Donc voilà, Moses Brown, plutôt un échec pour le coup. Il y en a un ça me fait plaisir, c'est PJ Dozier, qui a eu une blessure très très grave à l'époque. Moi j'adorais Dozier à l'époque de Denver, PJ Dozier. Quand on a fait la All Hipster Team, on était sur la fin à Denver, je crois, ou en tout cas il a été échangé, bref. PJ Dozier, blessure au genou, il n'a pas joué du tout en 2024 en NBA, il a joué en Serbie, et avant ça il avait joué à Sacramento à peine 16 matchs en 2023, et là il revient. PJ Dozier est revenu en NBA, il est chez les Minnesota Timberwolves, ça va faire du bien parce que c'est un arrière, un meneur qui a du passing. Malheureusement, très peu de création pure chez PJ Dozier, mais du passing, de l'intelligence de jeu et un défenseur off-ball hors pair, je trouve. Donc voilà, je pense que ça va faire du bien côté Wolves. Garrison Matthews aussi, qui fait son petit bout de chemin, qui était à Houston à l'époque, qui a joué depuis. Il était à Atlanta, dans le format un peu shooter en sortie d'écran. Il était à Atlanta et il y est encore, si je ne dis pas de bêtises. Il y est encore. Donc voilà, il se fait un peu sa place en NBA, de par le shoot, de par ce shoot en mouvement, un peu le JJ Redick du pauvre, si vous voulez. Donc voilà pour Garrison Matthews. Trey Jones, énorme succès, enfin énorme, quand même pas énorme, pas au point de Nasrid, mais Trey Jones, j'aimais beaucoup depuis la fac, je l'avais pris un peu sur ce critère-là seulement, sur le côté, le meneur de Zion Williamson à la fac, j'avais beaucoup aimé, et on a vu que ça y est, on commence un peu à s'imposer, même pour de vrai, deuxième saison d'affilée à l'an dernier, quasiment 2000 minutes. Cette année, plus de 2000 minutes. Meneur titulaire d'une équipe des Spurs qui n'était pas très forte. Mais tout de même, voilà, on est quand même sur un joueur assez intéressant qui s'est fait sa place en NBA, alors que drafté assez bas finalement. Et puis, Malachi Flynn, bon, ça bloque un peu. Sa carte maîtresse, c'était un peu le scoring et pas trop de trucs en plus. C'est-à-dire défense, bon, pas ouf, passing, pas ouf. Bon, on a vu qu'il a fait un match à 50 points. Donc oui, j'avais du nez. non, pas du tout. On a eu une pointe à Détroit à 50 points. On verra où ça va aller. Pour l'instant, je crois qu'il est encore sous contrat. Il est aux Spurs actuellement. Il sera aux Spurs l'an prochain pour la saison 2025. Donc à suivre. Voilà pour la première équipe. Comme dit, pas besoin de développer sur certains cas, notamment Vanderbilt, Nasrid, qui sont des énormes réussites et vous connaissez bien. La deuxième année, elle était un peu moins bonne, la QV, puisque on avait notamment en meneur Dalado Banton et David Duke Jr. À l'arrière, Austin Reeves et Amir Coffey, plutôt en très bon succès. Poste 3, Lamar Stevens et Kessler Edwards. Poste 4, Jeremiah Robinson Earl et Kenyon Martin Kenyon Martin Jr. Et puis en pivot, Nick Richards et Jericho Sims. Bon, vous voyez que déjà, il y en a un qu'on peut éliminer, c'est Austin Reeves. Ok, mettons-le de côté, même pas besoin d'en parler tellement, effectivement, il est connu. Donc, belle réussite, Austin Reeves. Amir Coffey aussi. Amir Coffey qui commence un peu, alors, pas en 2023, mais cette année en 2024, enfin l'an passé en 2024, il a enfin émergé en tant que 3&D de bon niveau. Donc, Amir Coffey, je suis très content pour le coup que ça confirme. Malheureusement, il y en a deux pour lesquels ça n'a pas trop confirmé, pas encore. C'est Lamar Stevens, que j'adorais moi, Lamar Stevens à Cleveland, qui depuis, il a fait un peu de Boston, il a fait un peu de Memphis, et je crois que, alors je veux pas dire de bêtises, où est-ce qu'il est Lamar Stevens actuellement? Je l'ai vu quelque part. Lamar Stevens, il est aux Warriors pour cette année, donc on verra. Est-ce que ça peut aller? Franchement j'adore ce côté passing et défenseur assez complet, même très très complet. C'est juste qu'il n'y a pas de scoring et que, point d'interrogation sur le shoot aussi, un peu dommage. Et puis l'autre, c'est Kessler Edwards, qui est encore assez jeune, mine de rien, Kessler Edwards, qui est un grand poste 3, 3&D. Je pense que il a un peu, comment dire, bon shooter, assez bon shooter pour le coup, mais il n'y a pas trop le jeu de son physique, c'est-à-dire qu'en termes de physique, il est très grand, très costaud, très long, alors que dans le jeu, il n'est pas très agressif, il n'a pas de dribble, ni quoi que ce soit, mais là, il est à Détroit, il est à Dallas, Kessler Edwards, donc je pense que un peu de viande sur l'aile qui va faire du bien côté Dallas. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était de l'équipe de Kevin Durant, Irving et James Harden à Brooklyn. Il avait passé fin de 2023 et 2024 aux Kings, mais le temps de jeu était un peu fluctuant. Bon, je pense aussi que il était peut-être pas assez viable en attaque, mais je pense que voilà, on a quand même un mec qui est plutôt un bon shooter. Donc
à voir, mais je pense que je m'accroche un peu encore à l'idée. Il est assez jeune, hein, il a à peine 24 ans, Kessler Edwards. Donc voilà. Oui, alors, je reprécise au cas où pour ceux qui découvrent le format, on parle vraiment de joueurs sous les radars, donc c'est aussi un exercice de scouting, et en fait c'est des paris, mais des paris très risqués, hein. On n'a pas, enfin voilà, si sur une année on a 50% de réussite sur une année, c'est quand même intéressant, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir sur plusieurs saisons. Voilà, vous avez vu que la première équipe, on a des mecs qui commencent un peu à émerger sur le tard, hein, notamment Trey Jones, il a pas émergé de suite, mais sur le tard. Là, on a Amir Kofi sur la deuxième équipe 2022. Amir Kofi qui a mis du temps, mais ça y est, ça commence un peu à s'imposer en NBA. Donc voilà, Reeves, pas besoin d'en parler, Kofi, Lamar Stevens, Kessler Edwards. Et puis au poste de meneur, c'est peut-être l'année la plus faible qu'on a eue, mais parce que aussi, voilà, j'avais éliminé certains noms, notamment Gabe Vincent, que j'avais dû éliminer parce que trop connu à cause des playoffs 2022. C'est dommage, sinon j'aurais eu une belle cuve, hein, 2023 avec Gabe Vincent. Mais bref, donc David Duke Jr., autant dire qu'il n'a pas fait grand-chose depuis. C'était un peu un mec qui était dans les équipes à la base des équipes de Brooklyn. Vous savez, toujours pareil, hein, Kevin Durant, Irving et tout. Il avait montré des trucs assez intéressants, David Duke Jr. Entre-temps, il a fait quoi ? En 2023, il a fait 23 matchs NBA, à peine en 2023 à Brooklyn, l'année après que je l'ai sélectionné dans l'équipe, et puis 24, il a fait 4 matchs aux Spurs, et je crois qu'il est actuellement encore aux Spurs, mais voilà, on est quand même très très loin. J'ai aimé pas mal le profil, mais il y a pas quelques faiblesses évidemment. Donc Duke Jr., plutôt un échec pour l'instant. Par contre, il y en a un autre qui s'est plutôt révélé, c'est Dallas Banton, justement. Alors Banton, à l'époque où je l'avais pris, la saison juste avant, il avait pris la place de Malachi Flynn à Toronto. Donc 64 matchs, bon minutage, etc. Banton, un grand meneur de jeu, un très très grand meneur de jeu, de 6-8, 6-9 je crois, mais très fin. Bon, depuis que je l'ai pris, 2023, il n'avait pas fait grand-chose. 24, le début, pas grand-chose non plus. Il a commencé à Boston, d'ailleurs. Il était à Boston. Il a un peu joué à Boston, mais pas des tonnes. Et puis, il a fini l'année à Portland. Et c'est là, à Portland, qu'il a un peu explosé. En tout cas, qu'il a eu la place de s'exprimer parce que, bon, équipe de tanking aussi, mais 29 minutes par match à Portland, fin 2024, sur une trentaine de matchs. On a vu qu'il y avait un peu de scoring avec sa taille, notamment. Donc, Banton à suivre. C'est pas encore fini, je pense, pour Banton. Et puis ensuite, Nick Richards aussi, que vous connaissez sans doute, qui va être, à mon avis, qui va animer un peu le marché des transferts, parce que c'est un pivot backup. Je pense pas qu'il y ait assez de QI basket pour être titulaire NBA. Je pense pas, je suis pas convaincu. Mais bon, j'aime bien tout de même le profil un peu catch and finish et défense rim runner. Donc voilà, Nick Richards, je pense qu'il a un petit salaire et c'est quand même plutôt pas mal en tant que backup pivot. Donc à suivre. Jericho Sims aussi, qui était le pivot backup de cette All-Star Team 2022. Jericho Sims, un peu compliqué, un athlète hors pair, vraiment. Le genre de pivot de switch, extraordinaire athlète, mobilité, etc. Finition aérienne, tout ce qu'on veut, mais bon, ça manque de ballon, ça manque aussi un peu de QI basket sans doute, ça vient pas encore. Je crois qu'il est encore assez jeune, mais Jericho Sims, il est toujours chez les Knicks, mais c'est toujours marrant de voir Jericho Sims parce que c'est le mec qui, quand il entre sur le terrain, tu sais que Tom Thibodeau va faire des têtes un peu bizarres parce que c'est des erreurs évitables. Bon, ça l'aide pas, hein, le fait que, en effet, bon, il a 25 ans, mais il est dans une équipe très compétitive et ça colle peut-être pas totalement. Il est encore en Knicks, donc on verra comment ça se passe, Jericho Sims. Et puis de l'autre côté, Jeremiah Robinson Earl, le pivot un peu à tout faire, le Al Horford du très pauvre, pour que vous ayez un peu l'idée. Robinson Earl était à OKC à l'époque. Moi j'aimais bien son époque OKC. Depuis il a été coupé ou échangé, en tout cas il est aux Pelicans. Et mine de rien, il a fait son petit minutage aux Pelicans, qui n'avait pas non plus des tonnes de pivots à se mettre sous la main. Je pense que l'an prochain, on va de nouveau être sur une équipe qui n'aura pas de vrais pivots. On part un peu sur ce type de construction d'équipe et donc j'espère que Robinson Earl va un peu tirer son épingle du jeu. C'est un mec assez polyvalent mais un peu génial nulle part. C'est un peu l'idée, voire même, allez, on va pas se mentir, voire même pas très bon nulle part. Voilà, il est très bon, entre guillemets très bon, nulle part. Donc voilà, on a un peu le mec qui peut faire un peu de switch, un peu de protection de panier mais pas des tonnes, un peu de dribble mais pas des tonnes, un peu shooté mais pas des tonnes. Mais voilà, profil assez polyvalent et il a fait sa demi-saison, demi-saison aux Pelicans avec par-ci par-là un peu de minutage, donc Robinson Earl. Et puis Kenyon Martin Jr. qui était à la base, qui était aux Rockets, qui ensuite allait aux Clippers, qui était aux Clippers et qui a été échangé dans l'échange de James Harden, justement. Kenyon Martin Jr., le fils du Kenyon Martin, tout court, qu'on peut aussi d'ailleurs appeler KG Martin, donc qui était aux Sixers, un peu le profil,
Le poste 4, undersize, ça on peut le dire, il fait 6'6 de taille. Bon, bah il fait un peu d'unitage côté Sixers, mais il y a quand même des limitations défensives un peu trop importantes, je pense. Mais voilà, il fait son petit bout de chemin. Il est encore aux Sixers, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, KJ Martin. Donc voilà. Voilà pour l'équipe 2022. Je pense qu'on peut retirer du lot Reeves, évidemment. Austin Reeves, même pas besoin d'en parler. Et puis Amir Coffey, qui commence un peu à émerger. On suivra aussi Banton peut-être. On suivra encore Lamar Stevens, Kessler Edwards, Nick Richards, mais voilà à peu près. Et puis l'équipe de l'an dernier, on avait en meneur, entre guillemets meneur, deux meneurs qui n'étaient pas des meneurs, donc Max Christie et puis Miles McBride. Ok. On avait en arrière Jaden Springer et Sam Hauser. On avait en poste 3 Matt Ryan et Najee Marshall. On avait en poste 4 Mamou, celui des Spurs, donc Sandro Mamouchkalashvili, excusez-moi pour la prononciation, et puis Trendon Watford, et puis en poste 5, nous avions Christian Koloko et Omer Yurtseven. Alors, on peut commencer, bon déjà, de qui est-ce qu'on n'a pas besoin de parler? Je pense que Sam Hauser, vous le connaissez, shooter d'élite des Celtics. Je pense tout de même qu'il peut encore prendre en galon. On a déjà parlé, je crois, sur Basket Lab cet été dans les bilans. C'est un mec qui est shooter d'élite un peu au niveau Kyle Korver en termes d'efficacité. Alors peut-être pas Kyle Korver, on n'est pas au niveau du meilleur shooter de l'histoire avec Kyle Korver, mais je veux dire un mec largement au-dessus des 40% de réussite sur des tirs en mouvement, shoot en sortie d'écran, plus de la taille pour une viabilité défensive. Je pense que c'est pas mal du tout. Bon, Miles McBride aussi, je pense que vous le connaissez, il a bien explosé aussi dans son rôle défensif, et même plus que défensif, donc ok Miles McBride, pas besoin d'en faire plus. Et puis sinon Max Christie, je suis un peu frustré de l'année qu'il a eu Max Christie l'an dernier, pas été assez utilisé clairement, et je redoute pour 2025 qu'il y a un peu pareil avec à cause de Bronny James, mais bon, ceci est une autre histoire, mais Max Christie, encore très très jeune, le jeune Max Christie, qui est un 3&D meneur, on va dire, qui a de la défense, qui a du un peu de passing, un peu de shoot aussi, pas mal. Donc voilà, Christie à suivre côté Lakers. Springer, qui était aux Sixers, et puis ensuite qui est parti à Boston dans un échange à Boston. Il a pas trop joué ni aux Sixers ni à Boston, et c'était pas mal aux Sixers les rares fois où il était sorti, mais bon, il y a quand même certaines limitations de taille, de scoring, et en fait, on a juste un Kyle Lowry, on a que le côté off-ball, défense off-ball, un peu Kyle Lowry, mais pas sans le reste, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Matt Ryan, d'ailleurs. Matt Ryan aux Pelicans, qui a pas joué tant que ça aux Pelicans, qui d'ailleurs, depuis, a été coupé. Donc, je crois qu'actuellement, il n'a pas d'équipe, Matt Ryan. Matt Ryan, qui est un peu le style de jeu en sortie d'écran, shooter en sortie d'écran, lui aussi, pour le coup, mais il sort d'une année où, voilà, il était à 45% à 3 points sur un petit volume et sur trentaine de matchs. C'est pas énorme, mais je pense qu'on a affaire à vraiment un shooter à 40% à 3 points en carrière pour l'instant en NBA, et un vrai shooter d'élite. La question, c'est toujours à quel point est-ce que ça peut être viable en défense. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est moins que Sam Hauser, mine de rien, mais il y a quand même un peu de taille, donc c'est quand même assez utile. Et puis ensuite, on avance. Qui est-ce qu'on avait dans cette équipe aussi? Najee Marshall, bon, top saison aux Pelicans, et qui ensuite vient de partir à Dallas, donc pas mal du tout, Najee Marshall. Le Sandro Mamou des Spurs, qui faisait pas du tout une grande année, mais qui a réémergé sur la fin, Mamou. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais bref, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, non, Mamou qui était un peu au fond de la rotation et qui finalement a pris pas mal de temps de jeu en toute fin de saison, et avec ce profil connecteur. Tiens, d'ailleurs, sur les 10 derniers matchs de la saison, quasiment il a 26 minutes de jeu par match. Et vous allez me dire, bon, bah, c'est la fin de saison, c'est un peu osef. Bah non, c'est la fin de saison avec Wembanyama qui marche un peu sur tout le monde, hein, sur les Warriors, sur Denver plusieurs fois, etc. Donc voilà, plutôt fin de saison agréable. On espère que ça va continuer à se redévelopper pour Mamou aux Spurs. Et puis aussi Trendon Watford. Alors ça, c'est un peu une déception, Trendon Watford, puisqu'il était à Brooklyn, et je pense que le bordel était un peu trop grand à Brooklyn pour le coup, pour arriver à faire quoi que ce soit, mais un peu dommage. Il a que 23 ans, 23-24 peut-être, ouais. Il va aller sur 24 très bientôt. Donc voilà, un peu profil, comment dire, un peu couteau suisse défensif, qui a un peu de QI basket, donc à suivre, on n'abandonne pas encore. Et puis surtout, donc poste de pivot, Omer Yurtseven, le Turc Omer Yurtseven, l'ancien de Miami, qui était à Utah, qui a un peu joué, mais pas des tonnes non plus, qui a fait une demi-saison, mais 10 minutes par match, grosso modo. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal, mais rien de plus à dire forcément sur Yurtseven. On va pas non plus faire 2 heures de bilan. Et puis Christian Koloko, qui n'avait pas joué du tout, que j'ai tout de même pris dans ma All-Hipster Team, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'année 2023 côté Raptors. Koloko
avec ce côté protection de panier, immense mensuration physique, physico-athlétique, plutôt pas mal mobilité aussi pour un mec aussi grand, aussi long, avec en plus du shoot à 3 points. Donc c'est une espèce de, on va pas dire licorne, hein, enfin en tout cas la licorne peut-être, la licorne de l'All Hipster Team peut-être, mais pas la licorne NBA, mais pour des standards un peu de joueurs sous les radars et joueurs un peu, voilà, des paris lointains. On va dire que c'était pas mal coloco. Il n'a pas joué du tout en 2024 à cause de caillots dans le sang, je crois, ou des problèmes de santé assez graves. C'était un peu, on savait pas s'il allait arrêter sa carrière ou pas. Et là, il a re-signé aux Lakers. Il a chopé un nouveau contrat chez les Lakers, donc on suivra ça l'an prochain. Mais voilà, coloco, voici pour ce bilan 2024. Et oui, d'ailleurs, tiens, pour vous dire, qui est-ce que j'ai loupé, qui sont mes loupés sur les All Hipster Team, c'est-à-dire des joueurs que j'avais sur ma shortlist, mais que je n'avais pas pris. J'ai pas inclus dans les All Hipster Team, dans mes 2 postes à chaque fois, meneur, arrière, ailier fort, pivot. Il y a que 2 places à chaque fois. J'ai loupé. Alors, il y en a que j'ai loupé parce que ils étaient trop populaires. Ok, donc Gabe Vincent, Alvarado. Ok, Herb Jones aussi était trop populaire à l'époque, Max Strus, Xavier Tillman aussi était devenu un peu trop connu. Donc voilà, puis non, j'avais d'autres de loupés aussi, c'était Isaiah Joe et Aaron Wiggins. C'est une année où j'avais des tonnes de postes 2. J'étais parti au final plutôt sur Austin Reeves et Amir Kofi pour ce poste 2 de la All Hipster Team 2022. Mais ouais, Isaiah Joe, je l'avais pas pris. Pourquoi ? Parce que j'aimais beaucoup. Je me souviens de l'article de Cole Zwicker qu'il avait écrit il y a 4-5 ans maintenant. Cole Zwicker, désormais scout chez les Houston Rockets, qui était le meilleur scout qu'on a eu au niveau amateur, sur thestepien.com à l'époque, qui déjà à l'époque donc avait écrit sur lui alors qu'il était un an avant sa draft même. Et le profil était hyper intéressant, mais j'étais un peu surpris de pourquoi est-ce qu'il joue pas. Pourquoi est-ce qu'il joue pas aux Sixers ? Bon, au final, 3 mois après la All Hipster Team, il est parti à OKC et il y a eu la suite qu'on connaît. Donc un peu un regret de ne pas avoir mis Isaiah Joe. Et puis Wiggins aussi, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui a d'autant plus explosé à OKC là encore. Bon, je m'en veux pas trop, mais c'est un peu dommage qu'il soit passé à travers les mailles du filet, mais on va dire qu'il était dans la shortlist. Et donc, passons à l'édition 2024. Donc, pour notre All Hipster Team 2024, commençons par le poste de meneur. 2 joueurs à chaque poste, évidemment. Poste de meneur titulaire de la All Hipster Team 2024, Craig Porter Jr. Et encore, Porter Jr., je me suis dit, est-ce que je le prends par rapport à la popularité ? C'est vrai qu'il est quand même assez connu, mais peut-être plus des fans de Cleveland. Donc je me suis dit, allez, ça peut passer, je peux le prendre. On peut le sélectionner. Donc Craig Porter Jr., 24 ans, non drafté en 2023. Donc il a passé 1 an en NBA, l'an passé aux Cleveland Cavaliers. Il est encore aux Cavaliers. Et avant ça, il faut savoir que Craig Porter Jr. a fait 3 années de fac à Wichita State, 21, 22 et 23. Et donc en 2024, 50 matchs à Cleveland. Et donc là, il va entamer sa 2e année NBA. J'adore Craig Porter Jr., qui est donc un meneur, comment dire, un meneur de pick and roll, déjà. Meneur de pick and roll très savvy, comme on dit. S-A-V-Y, vous savez, très, comment dire, très créatif, tout en savoir-faire, en technique, en nuance aussi. Voilà, c'est un peu ça. Craig Porter Jr., c'est un joueur de pick and roll très créatif, on va dire, avec beaucoup de nuances dans le jeu. Et franchement, on a affaire à un passeur de pick and roll qui, alors je dirais quand même pas au-dessus de la moyenne, mais qui est vraiment très très intéressant. Donc ça, j'aime beaucoup. Cet aspect-là, je pense que ça a été je dirais pas un des meilleurs non plus, mais peut-être un meneur backup largement au-dessus de la moyenne en NBA en 2024. Donc Craig Porter Jr. aux Cavs, avec ce jeu de pick and roll et ce passing, tout en contrôle en fait. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est beaucoup de nuances et beaucoup de contrôle dans à la fois le drive, à la fois le passing, le temporiser, la pose d'écran, puis revenir sur la gauche, sur la droite, etc. Donc j'aime beaucoup cet aspect de passing, de pick and roll, vraiment très avancé, je trouve. Alors, il y a quand même certaines limitations, c'est pas non plus un mec hyper grand, hyper long, donc il a pas non plus tous les angles de passe disponibles comme un Luka Doncic ou autre, bien entendu, mais on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît déjà, qui a un vrai savoir-faire en fait, un vrai savoir-faire sur pick and roll, donc c'est pas mal du tout. Quelles sont un peu les limites par rapport à son profil, c'est que, bon, ok, QI basket, ok, intelligence de jeu, ok, savoir-faire, créativité, ok, le fait qu'il sorte de Wichita State, ça surprend assez peu finalement, en termes de background.
Mais par contre, c'est vrai que ce qui peut un peu poser problème, c'est peut-être le scoring. C'est ça un peu la limite pour l'instant, et ce qui est un peu le point de bascule, je pense, de est-ce que ça peut venir, et à quel point est-ce que ça peut venir ou pas. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus une menace de scoring pur avec ballon qui est très grande, donc forcément, ça limite un peu l'impact potentiel sur pick and roll, parce que bah voilà, pour créer des ouvertures de passe, pour créer des fenêtres, des opportunités, il faut soi-même, avoir un certain poids de scoreur pour attirer des prises à deux ou ce genre de choses. Bon, il n'y a pas trop ça, il n'y a pas trop de scoring pur. Je pense pas que le plafond soit très haut en termes de scoring. Mais voilà, je pense pas, par exemple, si on compare la version 2024 de Craig Porter Jr. ou la version, alors à l'époque c'était quoi, c'est 2015, 16, je sais plus, de Fred VanVleet quand il débarque, d'ailleurs lui aussi de Wichita State, comparaison un peu facile, mais je pense pas qu'on soit très en dessous, pour le coup. Je pense que on a quand même un certain bagage de scoring assez intéressant. C'est un mec qui peut aller au panier. Alors, pas à volonté, parce qu'il est pas très grand, pas hyper explosif non plus. C'est un style tout en nuance, pas du tout explosivité, mais le dribble, maîtrise du dribble, vraiment très bonne, je trouve, assez fluide, assez rapide, et de toute façon qui peut jouer, qui peut temporiser, donc il peut changer de direction, changer de vitesse assez bien. Il peut aller au panier quand c'est assez dégagé, ou en tout cas, il arrive à manipuler les écrans pour aller au panier plutôt pas mal, on va dire, même si la finition est assez limitée, bien entendu. Un peu de jump shot aussi, même plutôt pas mal. Le pull-up, bon, il n'y a pas tant de capacité à se créer son tir, à générer une séparation avec le défenseur. On l'a vu d'ailleurs dernièrement sur un match en pré-saison où il a voulu prendre le dernier tir. Bon, voilà, les résultats sont pas là. Mais je pense qu'on a quand même affaire à un plutôt bon shooter. Donc c'est un peu ce combo que j'aime beaucoup. Le combo de bon toucher de balle et plutôt bon jump shot pour le coup, avec en plus un passing de pick and roll assez avancé, donc ça fait mine de rien un package hyper intéressant, d'autant plus que pour l'instant on n'a pas trop l'aspect de 3 points, pas en NBA en tout cas, mais c'est vrai que c'est un mec qui était à 36% à 3 points en carrière sur 3 années à Wichita State, 36%, bon, c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il en tente pas trop. Même cette année encore il est à 35, mais à moins de 1 par match, alors qu'il joue, bon après vous me direz, il joue 12 minutes par match, 12-13 minutes par match en tant que backup, donc c'est normal, mais même si on prend par 36 minutes, il n'y a pas non plus un volume énorme, même pas 2-3 points par match tentés par 36 minutes, c'est pas énorme, donc il n'y a pas trop le volume, et en fait, voilà, je pense qu'il y a un bon toucher de balle, on le voit d'ailleurs sur les flotteurs, il a plutôt un bon répertoire de flotteurs et de finition autour du panier, mais il n'y a pas encore la portée de tir jusqu'à 3 points, et je pense que ça, c'est un point de bascule qui pourrait être assez intéressant à suivre, parce que clairement, je pense que si on a un meneur backup qui est capable de gérer le jeu, de faire des pick and roll, d'être en attaque, et qui en plus peut parfois jouer off-ball avec ce tir à 3 points, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour l'instant, on a juste un aspect un peu de pull-up, et encore de pull-up à 2 points, pas si intéressant que ça, mais bon, il y a un peu. J'aimerais juste que ça s'étende à 3 points, et je pense que c'est possible, parce qu'il y a une mécanique qui est pas si mal que ça, d'ailleurs. La mécanique est là, à mi-distance. Et puis il y a le toucher de balle qui est assez intéressant, donc ça, ce sera à suivre, surtout que, d'autant plus, nous avons affaire à un mec qui est plutôt pas mal défenseur. On n'a pas du tout un mec qui va handicaper l'équipe, c'est même plutôt un pas mal défenseur au point d'attaque, il va pas du tout se faire déborder trop facilement, plutôt pas mal mobile, avec bonne envergure de bras, et puis une belle activité, donc voilà, sur tout ce qui est défense au point d'attaque, comme on dit, poste 1, poste 2, ça peut même aller plutôt pas mal. Donc ouais, franchement, c'est un mec que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de jeu très sous contrôle, très en nuance, très crafty, très savvy. Pardon pour les anglicismes, mais ce jeu de pick and roll aussi hyper intéressant. Et même pour dire, j'ai assez hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner dans les schémas offensifs de Kenny Atkinson, le nouveau coach qui est plutôt un coach réputé pour l'attaque avec toujours de bons systèmes. Et en plus, un coach qui a su mettre en lumière des gens un peu sortis de nulle part à Brooklyn, à l'époque où les Nets n'avaient pas de choix de draft. Kenny Atkinson a un peu réussi à créer, ou en tout cas à développer tout ce qui était alors des Allen Crabbe, mais surtout des Russell, d'Andrew Russell, Caris LeVert, tous des mecs comme ça. Voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant. J'aime vraiment beaucoup ce profil de passeur de pick and roll intelligent, qui potentiellement peut développer un peu le 3 points, qui a de la défense aussi. Bon, après, je réinsiste, on est sur un mec qui, au niveau du scoring, est un peu limité. Clairement, on n'a pas non plus une capacité à aller au panier à volonté. Il n'y a pas non plus une capacité à provoquer beaucoup de fautes, pas très agressif. Mais bon, ça peut tout de même faire une petite carrière de, je pense, 8-10 ans en NBA, à mon sens. Donc, Craig Porter Jr., qui est mon titulaire pour la All-Hipster Team 2024. Et le backup, je l'aime beaucoup. Backup de la All-Hipster Team 2024, j'ai pris Drew Smith. Alors, autant peut-être que Craig Porter Jr., vous avez entendu parler déjà, peut-être. Autant Drew Smith, peut-être un peu moins, même si les fans de Miami, sans doute que oui. Drew Smith, nous avons un joueur qui a 26 ans déjà, Drew Smith, 26 ans, non drafté en 2021. Il a passé 2 ans à la fac et 2 ans à la fac de
Evansville en 2017 et 2018, 2 ans à cette petite fac de Evansville. Ensuite, il a transféré à Missouri, qui est quand même une fac de plus grande renommée, hein, Missouri, et une plus grande division aussi, donc pour se faire scouter et drafter, c'était quand même une meilleure option. Donc il est monté en gamme à Missouri, mais sauf que à l'époque, il n'y avait pas encore la règle du marché des transferts en NCAA, et donc il a dû faire une année redshirt, comme on dit. Donc en 2019, il n'a pas joué du tout. À l'époque, quand on voulait transférer de fac, il fallait passer une année où on jouait pas. Voilà, on appelait ça une redshirt, un t-shirt rouge littéralement. Donc en 2019, il n'a pas joué du tout. Et puis 2020 et 2021 à Missouri, ce qui fait qu'il a été drafté assez tard, vous avez compris, au bout de 5 ans de fac, enfin 4, mais en vrai 5 ans. Et puis donc non drafté en 2021, la draft 2021. Il atterrit à Miami. Après cette non-draft, il atterrit à Miami. Il joue beaucoup en D-League à Miami. Et malheureusement, il y a aussi une blessure assez grave au genou en 2022. Vous allez voir que malheureusement, c'est un peu un thème. Mais une blessure très grave au genou en février 2022, donc quelques mois après avoir été signé à Miami dans l'équipe de D-League. Blessure assez grave. Et puis ensuite, il fait 5 matchs à Miami en 2023. Puis Brooklyn, récupéré un peu par Brooklyn, et puis de nouveau pour la saison 2024, il re-signe à Miami. Il fait un peu partie de l'effectif, notamment parce qu'il y a une place qui a été laissée libre par Gabe Vincent, qui est parti aux Lakers. Et sauf que, il démarre l'année, il est dans la rotation, sauf que vous vous en souvenez peut-être, il se blesse de nouveau au genou assez gravement. Et alors en plus c'est un peu rageant parce qu'il se blesse à cause de la salle à Cleveland où le banc est un peu en contrebas par rapport au terrain. Donc bref, il se blesse très sévèrement au genou. Mais je dois dire que j'avais adoré son début de saison, Drew Smith. Alors adoré pour des standards de All-Hipster Team, hein, vous avez compris, mais effectivement. Donc Drew Smith, on est plutôt sur un profil défenseur. Voilà, je sais que les fans de Miami, il y a certains fans de Miami en tout cas, certains l'aiment bien, certains se disent mais pourquoi est-ce qu'on insiste autant depuis autant d'années avec Drew Smith? Je dois dire que j'aime beaucoup, même s'il est plutôt vieux, hein, 26 ans déjà. Vous avez vu que voilà, le parcours est assez compliqué. Il y a aussi une raison pour laquelle il a 26 ans et il doit assez peu jouer en NBA. Donc lui, pour le coup, le critère des 150 matchs, évidemment, il le passe facilement. Et en fait, on a affaire avec Drew Smith à un profil défenseur. Voilà, défenseur du point d'attaque, qui est pas un mec hyper explosif pour le coup, mais qui a plutôt une bonne mobilité latérale. Autant avec ballon, l'explosivité, elle est pas là, il n'y a pas une verticalité au panier, etc. Mais en termes de mobilité latérale, c'est là. Voilà, le Miami l'a développé pendant pas mal d'années dans l'équipe de D-League. Et donc la défense au point d'attaque, déjà, première chose, pour un mec qui est assez grand pour son poste, même très grand pour son poste, avec de très longs bras et très costaud. Donc ça, c'est bien. Pour le coup, c'est un défenseur assez polyvalent qui peut pas mal switcher, je trouve, sur des postes 2 et 3. Donc Drew Smith, premier attrait, c'est l'intérêt, c'est la défense du point d'attaque, clairement. Et puis après, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu de shoot, hein, mine de rien. C'est-à-dire que s'il y a juste un défenseur, c'est pas hyper intéressant, mais par contre, si on a un 3&D depuis le poste de meneur, on peut de suite monter depuis un rôle gadget à un rôle potentiellement dans la rotation, voire même titulaire à terme, je ne sais pas, mais un rôle plus majeur s'il y a un 3&D et s'il est viable des deux côtés du terrain. Et c'est vrai que c'est un peu le rêve. C'est un peu, en tout cas, l'espoir avec lui, je trouve, c'est que il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Je vous ai dit, il a passé 4 années de fac, 2 à Evansville et 2 à Missouri. Et sur ces 4 années, qui est plutôt un bon échantillon, pour le coup, on a 86% de réussite au lancer franc. Donc vraiment pas mal, hein, pas mal du tout. 86% de réussite au lancer franc. Les lancers francs étant un indicateur très intéressant du niveau de shoot et du niveau de mémoire gestuelle, de toucher de balle, de mécanique. Donc toujours intéressant de voir l'indicateur lancer franc. 86%, c'est pas mal du tout. Ça, en tout cas, même s'il n'y a pas de shoot encore, ça laisse deviner que, ouais, en fait, pourquoi pas. Et surtout, même sur ces 4 années de fac, on est à 37% à 3 points. 37% à 3 points sur plus de 300 tentatives. Donc, le volume, pas énorme non plus, mais vous savez que les saisons NCAA sont plus courtes. Donc, moi, c'est un peu le rêve. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée, c'est d'arriver à développer un mec en tant que meneur 3&D, sans doute, parce que, ouais, en effet, en termes de skills, en termes de création pure, bon, il n'y a pas grand-chose. Autant Craig Porter, je pense que c'est un mec qui a de la création, de la vraie création balle en main. Autant Drew Smith, on est vraiment sur le profil post 1, 3&D. Donc j'espère que le jump shot va un peu se débarquer et se développer, parce que, en tout cas, dans l'idée, on a potentiellement affaire à un vrai 3&D meneur. Alors peut-être pas défense d'élite, hein, évidemment pas défense d'élite, genre 10 sur 10, Alex Caruso ou ce genre de mec comme ça. Mais je pense qu'on a un vrai mec de rotation. Hein. On a un mec qui peut faire carrière 4, 5, 6 ans en NBA, je pense, avec cet atout défense assez costaud, assez grand, assez long, plutôt bonne défense au point d'attaque, plutôt même assez polyvalent aussi dans la défense off-ball. Parfois, il peut apporter pas mal d'aide de rotation, etc. Plus donc le shoot. Si le shoot vient un peu se débloquer,
J'ai l'impression que le shoot est là, d'après les indicateurs de fac, le shoot a l'air d'être là. Le problème, c'est qu'en NBA, on l'a pas vu. Et pourquoi on l'a pas vu? Mais parce qu'on l'a pas vu tout court, en fait. On n'a pas vu le joueur en NBA. Donc on sait pas si le shoot est là. On n'a pas d'échantillon à se mettre sous la dent. Pour vous dire exactement, Drew Smith, on est sur 24 matchs NBA. 24. Donc 15 à Miami au tout début. Enfin, 5 à Miami en 2023 avant de se blesser et d'être coupé. 10 à Brooklyn, ok. Et surtout 9 à Miami en 2024, mais c'était le tout début de saison, et il était dans la rotation 15 minutes par match. 15 minutes par match l'an passé à Miami avant de se blesser. Donc voilà, Drew Smith et Craig Porter Jr., les meneurs de la All Hipster Team 2024. Passons donc au poste 2, et en titulaire du poste 2 de la All Hipster Team 2024, nous avons Keon Ellis. Keon Ellis, le jeune arrière défensif des Sacramento Kings. Bon, c'est peut-être celui où en termes de popularité, on est peut-être un peu limite, ou en tout cas plutôt c'est celui le plus connu, à mon avis, des joueurs dont on va parler aujourd'hui. Connu pourquoi? Parce que il y avait eu le fameux highlight, si vous ne le connaissez pas, le fameux highlight il y a un défenseur qui tourne la tête et Jalen Brunson l'attaque dans le dos et il s'en rend pas compte, le défenseur. Voilà, c'était Keon Ellis. Mais pour le coup, c'est pas que ça. Il y a le grand public le connaît pour ça, sans doute, peut-être. Les fans un peu plus hardcore de Sacramento le connaissent et l'adorent, parce qu'en effet, c'est un mec qui a pris la place de Kevin Huerter dans la rotation en fin d'année. C'est lui qui est devenu titulaire. Donc, Keon Ellis, qui est-il? 24 ans, Keon Ellis. Il joue à Sacramento. Il joue encore d'ailleurs aujourd'hui à Sacramento. 73 matchs NBA à peine, donc ça passe au niveau de nos critères. Et il a passé déjà 2 ans en NBA. Il a fait 16 matchs à Sacramento saison 2023. Et puis 57 l'an passé en 2024. Et même sur les 57, on a dit, il a fini titulaire l'année, et 21 titularisations sur l'année en fin d'année chez les Kings, avec donc un peu plus de défense. Et avant ça, c'était 2 ans de fac à Alabama en 2021 et 2022. Et puis, pas drafté, bien entendu. Et donc, l'avantage de Keon Ellis, on l'a déjà un peu dit, l'intérêt de son profil, c'est la défense. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il a gagné sa place de titulaire. C'est sur la défense. Et alors, pour décrire un peu le profil physique, on a affaire à un mec de 6'5 de taille, donc plutôt bonne taille pour un arrière. Et surtout presque 6'9 d'envergure de bras, donc un très beau bonus d'envergure et de longueur de bras, ce qui évidemment est génial pour la défense. Et au-delà de ça, on a aussi affaire à quelqu'un qui n'est pas tant dans la puissance comme un peu Drew Smith. Drew Smith, il est très épais, très costaud et très puissant. Avec Ellis, on a plutôt affaire à un mec hyper fluide, hyper fin même, assez fin. Pour le coup, ça peut peut-être parfois être un désavantage face à certains match-up, mais on a un mec qui est plutôt un très bon navigateur d'écran, je trouve, qui a de longs bras aussi, et qui en plus est un excellent playmaker défensif, vraiment excellent. J'insiste, avec notamment des indicateurs un peu classiques là-dessus. 1,5% de block percentage parmi les arrières, c'est dans le 98e centile, et c'est plutôt pas mal du tout. 1,5% de block percentage pour un arrière, être au-dessus des 1% déjà, c'est beaucoup, et surtout plus de 2% de steal percentage. Là encore, on est au-dessus de la barre symbolique des 2%. 2% de steal percentage, en général, c'est très très bon. C'est la barre d'élite. Donc voilà, on a affaire à un mec qui a de très bonnes mains, de très bons instincts aussi, je trouve, très belle réactivité, de très bonne lecture de jeu. Ce qui fait que on a affaire à un défenseur assez complet en fait, qui en tant que défenseur du point d'attaque, comme on dit, donc poste 1 et 2, pareil, en fait il est très compétent, très vif, ça coulisse extrêmement bien latéralement, c'est un excellent athlète, très très vif de ce point de vue-là, très latéral, navigation d'écran très bien, les longs bras, le playmaking défensif avec interception et bloc, plutôt pas mal du tout même en défense off-ball, donc j'aime vraiment beaucoup ce profil défensif, et en plus, cette année il a shooté à 41% à 3 points. Donc là, on peut se dire assez facilement, plutôt 42% à 3 points sur presque 3 par match. Donc là, c'est génial, quoi. On a vraiment une espèce de arrière 3&D génialissime. Bon, en l'occurrence, c'est sans doute une petite surchauffe au niveau du shoot. À mon sens, on n'a pas affaire à vraiment un mec à 40% à 3 points. Donc, surchauffe, mais j'ai quand même assez d'espoir, pour le coup, sur le fait que ça peut être un bon shooter à 3 points. Je pense pas qu'il devienne ou qu'il soit un shooter d'élite. Je pense pas non plus qu'il y ait besoin qu'il soit ça pour être un joueur NBA viable, rentable et qui puisse jouer 20, 25, 30 minutes par match, à mon sens. Mais en effet, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui peut totalement avoir le niveau suffisant de shoot, notamment si on prend un peu son passif en NCAA. Qu'est-ce que ça nous raconte? On a affaire à un mec qui, en NCAA, sur 2 saisons à Alabama, était à 37% à 3 points.
Donc c'est quand même pas mal du tout, 37% à 3 points sur plus de 250, non, un peu moins de 250 tentatives, donc c'est pas mal non plus. Et au niveau de l'indicateur lancé franc, 83% en NCAA sur 150 tentatives. Donc c'est pas non plus un échantillon qui est encore très grand, mais c'est quand même plutôt un bon indicateur, même sur un petit échantillon. Et on recoupe ensuite avec celui de NBA, 74% en lancé franc. Bon, sur un échantillon qui est ridicule, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas des indicateurs historiques qui nous disent, par exemple, 90% à 3 points, 90% lancé franc, shooter d'élite, etc. Non, je pense que le 42% cette année, c'est un peu une surchauffe, parce que l'échantillon de cette année a été assez réduit en termes de nombre de tentatives à 3 points. On était à peine sur 168 3 points tentés cette année, un échantillon assez ridicule, 168. En général, on est fixe, on est sûr de la valeur d'un mec au bout de 700-800 tentatives, et l'échantillon commence à être fiable et représentatif autour des 250-300. Voilà. Donc là, on est un peu loin de ça. Je pense que vu que l'échantillon a été assez réduit, il y a pu un peu avoir de la place pour un aspect aléatoire et surchauffe, on va dire. Mais en fait, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, parce que ne serait-ce que si on avait un shooter à 37% plutôt que 42, mais ne serait-ce que 37 sur un petit volume de 3-4 par match, sur un temps de jeu d'une demi-heure par match, je pense que le profil est largement viable, même largement, plus que largement. Là, on a vu qu'il est titulaire chez les Kings parce que ça manque un peu de défense. Il ne le sera pas l'an prochain parce qu'il y aura DeRozan, mais je pense que Keon Ellis, il est parti pour une petite dizaine d'années, à mon avis, je parie un peu sur ça. Je pense qu'on a affaire à un vrai mec de rotation NBA qui apporte de la défense, qui apporte du playmaking défensif, qui apporte du shoot juste assez, et même, je trouve, un peu de QI basket et d'intelligence de jeu, au moins sur le placement, même si on n'a pas affaire à un passeur incroyable non plus. Mais voilà, c'est un mec qui va pas du tout handicaper le jeu. Il fait l'extra pass, il fluidifie le jeu. Alors, pas non plus une énorme valeur ajoutée, c'est pas un connecteur hors pair non plus, mais voilà, c'est pas le mec qui va handicaper l'attaque, je pense pas. Donc voilà, Keon Ellis, le titulaire au poste 2 de cette All Hipster Team 2024, que j'aime beaucoup. Et puis le backup, c'est AJ Green. Donc là, vous allez me dire, en termes de popularité, ça marche pas, vu que ça a été le receveur star des Cincinnati Bengals. mais non, c'est pas lui, c'est pas le même AJ Green. C'est pas celui de NFL de Cincinnati à l'époque, la cible préférée de Andy Dalton. Non, AJ Green, 25 ans. AJ Green, et il a joué aux Milwaukee Bucks. Peut-être que vous voyez qui c'est. C'est un shooter en sortie d'écran. Un peu un JJ Redick 2.0. Voilà, un peu sur le profil. Grosso modo, vous avez un peu l'idée. Donc 25 ans, Milwaukee, AJ Green, 91 matchs NBA. Donc il passe le cut au niveau des critères. Et pour vous dire, il a fait 4 ans de fac. C'est pour ça qu'il est un peu vieux. Il a fait 4 ans de fac. 2019, 20, 21 et 22 dans la petite fac de Northern Iowa. Donc, toute petite fac. Finalement, il n'est pas drafté du tout en 2022. Et il passe 2 ans à Milwaukee. Donc une première année à pas trop jouer. Et puis la deuxième à jouer un peu plus. Pourquoi est-ce que j'aime AJ Green ? On l'a déjà dit, profil shooter en sortie d'écran. Pourquoi est-ce que je l'aime ? Déjà, premièrement, je pense que c'est un profil qui est largement sous-estimé en NBA. Et c'est encore, je pense, une inefficience du marché en un sens. Et je pense qu'on a encore un décalage entre la valeur de ces mecs et le prix pour l'instant. Le meilleur exemple, c'est Sam Hauser. Je pense qu'à une époque, on avait Kyle Korver aussi qui coûtait pas cher alors qu'il apportait beaucoup de valeur. Voilà, je pense qu'il y a encore en NBA un avantage concurrentiel qui se trouve ici, c'est sur la valeur de ce genre de profil. Donc, ça, j'aime bien. Surtout que, donc, c'est un mec qui n'est pas juste bon, c'est un mec qui n'est pas juste très bon. Je pense que c'est un mec qui est potentiellement élite là-dessus. Voilà, si on prend un peu... Vous savez que j'aime bien, dans la All Hipster Team, j'aime bien prendre ce genre de profil parce que je pense que vraiment, c'est un peu sous-estimé. Ça coûte pas cher et pourtant, ça peut faire du bien, ça peut faire beaucoup de bien, avoir beaucoup de valeur. Mais c'est vrai que, voilà, si on prend un peu l'historique, j'avais pris du Garrison Matthews. C'est le profil, mais pas avec le même niveau. C'est plutôt Garrison Matthews. Je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là de shoot. Je pense qu'un Matt Ryan ressemble un peu à ça. Là, je pense qu'avec un AJ Green, potentiellement, on peut être au step supérieur. On peut être dans la case Sam Hauser, à mon avis. En termes de niveau de shoot, je parle vraiment de niveau de shoot, de niveau de réussite de shoot, pas de joueur globalement. Parce que, en effet, on peut commencer par ça, mais il est un peu plus petit que Sam Hauser, donc il n'y a peut-être pas autant de viabilité défensive, parce que voilà, Sam Hauser, mine de rien, c'est quand même assez costaud. C'est quoi ? C'est 6'8 de taille. Il fait plus petit que sa taille parce qu'il a des petits bras, mais c'est quand même viable parce que c'est grand, donc ça coulisse pas mal, ça offre un minimum de résistance au contact, etc. AJ Green, on n'est pas sur ça, on n'est pas sur un mec de 6'8, on est sur un mec qui fait à peine 6'4, 6'5, grosso modo, donc le format un peu plus petit, donc sans doute moins viable et moins de potentiel défensif, peut-être un peu plus d'ailleurs ciblé défensivement. Donc c'est peut-être le mauvais point, mais par contre, le très bon point, c'est qu'on a vraiment
à faire potentiellement, je trouve, un shooter d'élite. Pour vous dire, donc en 4 ans de fac à Northern Iowa, il était à 38% à 3 points, 38. Mais bon, sur ce genre de profil, faut faire attention parce que c'est pas le même 38% que juste des mecs Elliott 3D qui bougent pas trop et qui prennent que des 3 points un peu ouverts, un peu grand ouverts, ou dans le flow du jeu, mais voilà, pas trop difficile. Avec ce genre de profil, faut faire attention parce que souvent, comme c'est un peu eux les moteurs de l'action, parfois il y a beaucoup de tirs un peu plus compliqués en sortie d'écran, en mouvement, etc., etc. Donc je pense que le 38%, il vaut pour plus que ça, grosso modo. Et puis, surtout, 90% au lancer franc. 90% sur 350 tentatives, 361 même, on peut dire. Donc là, indicateur lancer franc, il dit ding, 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 attention, on a potentiellement un mec qui a un shoot d'élite, avec un toucher de balle d'élite, avec une mémoire gestuelle d'élite, avec une mécanique d'élite. Voilà, l'indicateur lancer franc, il nous dit ça. Donc ça m'attire évidemment quand on évalue ce genre de profil. L'indicateur lancer franc est évidemment génial parce que ça raconte beaucoup de choses en termes de shoot. Et pour vous dire un peu, par exemple, en comparaison avec un Garrison Matthews, un peu dans ce profil également de shooter en sortie d'écran, bon, Garrison Matthews, on prend le pourcentage à la fac, il était à 79% au lancer franc. Donc l'indicateur est très différent. Et en effet, on n'a pas du tout le même niveau de shoot. Donc bref, je pense qu'avec AJ Green, on a vraiment affaire à potentiellement un shooter d'élite. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est en NBA, qui pour l'instant, il a réussi à accrocher un peu en NBA, alors qu'il sort d'une toute petite fac de Northern Iowa, qui n'est pas du tout dans une grande division ou quoi que ce soit. Mais le shoot est à ce point, je pense, d'élite que ça peut être excellentissime. Et j'insiste, mais c'est vraiment un domaine du marché en NBA qui est largement délaissé et qui n'a pas encore été investi et les joueurs ne sont pas représentés à leur vraie valeur. Je pense que Sam Hauser est un excellent exemple récent de ça, mais il y en a pas mal qu'on pourrait citer. Et je pense que AJ Green, c'est exactement ça. AJ Green, je pense que c'est le mec qui, à terme, peut être le joueur à 15, 20, 25 minutes de jeu par match, sortie de banc, un peu le créateur secondaire en seconde unité, le mec qui peut créer l'attaque un peu de manière indirecte, ou alors qui peut jouer avec les titulaires avec un shoot d'élite, clairement. D'ailleurs, cette année, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait, première année en 2023, au Bucks, il a joué à peine 35 matchs, ok. En 2024, il a plus joué, beaucoup plus joué, et d'ailleurs, il a fait une saison à 41% à 3 points, sur 3 par match. Bon, 3 par match, mais parce qu'en même temps, il jouait à peine 11 minutes par match en moyenne, mais c'est un mec qui a fait quelques sorties assez impressionnantes. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je le prends dans ma All Hipster Team, c'est parce qu'il est coaché par Doc Rivers. Et non pas que je sois un admirateur de Doc Rivers, mais Doc Rivers, je le connais bien. Mais Doc Rivers, il a un peu une coquetterie, Doc Rivers, c'est que dans toutes ses équipes, il lui faut un Ray Allen. Voilà. Doc Rivers, il a son playbook depuis toujours. Le même playbook d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que c'est le même playbook que depuis toujours. Non mais j'exagère, mais blague à part. Doc Rivers, il aime bien avoir cette option. Il aime beaucoup avoir un shooter en sortie d'écran. Donc à l'époque, c'était un peu Ray Allen. Ensuite, Ray Allen est parti. Mais lui, il est parti aux Clippers. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu JJ Redick. Voilà, dans toutes les équipes où il a été, il aime bien avoir ce type de profil. Et donc, il débarque aux Bucks. Qui était devant lui dans la rotation ? C'était pas Frank Jackson. André Jackson. Frank Jackson, c'était le petit meneur de Duke à l'époque. Qui ensuite, je crois, est parti en France d'ailleurs. Mais bref, André Jackson et Marjon Beauchamp étaient devant dans la rotation des Bucks. Doc Rivers arrive, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah tiens, AJ Green se met à jouer beaucoup plus. Parce que Doc Rivers, il a ses systèmes, il a ses floppy action, il a ses pin down, il a pas mal de schémas et de systèmes avec un shooter en sortie d'écran. Il aime beaucoup ça. Et pour vous dire, depuis le mois de février, donc après que Doc Rivers soit arrivé, son minutage est monté, non pas 11 minutes sur la saison en moyenne, mais le minutage après février, on est à quasiment 15 minutes de jeu par match. Alors qu'avant ça, c'était un rôle beaucoup plus mineur. Donc voilà, AJ Green, je pense que à terme, on peut avoir un vrai shooter de poche, un peu création de jeu indirect. La seule limite, c'est que il est quand même un peu plus petit que Sam Hauser et que Duncan Robinson, donc moins de viabilité offensive, et puis surtout, comparé à un Duncan Robinson, qu'est-ce qui fait la force de Robinson ? C'est qu'il y a aussi le passing, et le passing qui est rendu possible par la taille. Alors que AJ Green, quand il fait 6-5 de taille, c'est peut-être un peu petit, il n'y aura pas la possibilité de faire des passes par-dessus la prise à deux sur des sorties d'écran, ou etc. Donc là où Duncan Robinson s'est développé en vrai moteur d'attaque, un vrai moteur même central parfois de l'attaque de Miami, je pense que Green, il manque un peu cette taille, donc il n'y aura pas la même capacité à faire des passes par-dessus, donc on va rester un peu plus sur un rôle gadget à mon sens. Mais voilà, AJ Green, j'aime vraiment beaucoup, et chaque année j'essaie un peu de prendre un profil comme ça parce qu'en général ça marche pas mal, et d'ailleurs ça me permet d'enchaîner.
Il y en a un que j'ai pas pris parce qu'il y a que 2 places par année. Et en plus, je crois que cette année, il n'a pas totalement de place à NBA. J'ai vu qu'il n'avait pas de contrat pour l'instant, contrairement à AJ Green. Mais c'est Buddy Boeheim. Est-ce que vous connaissez Buddy Boeheim, que j'aime beaucoup, qui est encore très jeune. Buddy Boeheim, il a 24 ans, donc pas si jeune que ça. Mais je veux dire, il est assez récent en NBA. Il a fait que 20 matchs. 20 matchs NBA à peine, 10 à Détroit en 2023 et 10 à Détroit en 2024. Et je crois qu'actuellement, il n'a pas de contrat. Mais ouais, j'hésitais un peu à le prendre, Buddy Boeheim, qui d'ailleurs est le fils du fameux coach de Syracuse, Jim Boeheim, le coach légendaire de Syracuse. Buddy, shooter d'élite. Bon, le problème, c'est qu'il y a un peu que ça pour l'instant. Il n'a pas de contrat, mais je pense qu'un jour, il pourra réémerger. Qui est-ce que j'avais d'autre sur ma shortlist de cette année que j'ai pas pris? Je n'ai pas pris AJ Lawson non plus, arrière-ailier des Dallas Mavericks, que j'aime pas mal, mais bon, il est encore peut-être un peu tôt, on verra pour l'an prochain. J'ai pas pris non plus Cole Swider, petit arrière shooter là aussi, même profil de jeu, mais Cole Swider de Miami, enfin, qui était à Miami, mais qui est parti aux Pacers, donc j'ai hâte de voir. J'avais pas assez de place dans l'équipe cette année, de toute façon, il a fait que 25 matchs NBA, donc je pense qu'il sera encore disponible l'an prochain pour la All-Hipster Team 2025, si ça marche. Il est parti aux Pacers, donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, parce que pour le coup, un petit shooter comme ça, qui potentiellement peut avoir un shoot de très haut niveau, dans une équipe comme les Pacers qui aime bien le rythme, qui aime bien le shoot, qui aime bien accélérer, ça peut être pas mal, donc je l'ai pas pris, mais on verra plus tard. Et puis j'ai pas pris non plus Lindy Waters, que j'aime beaucoup aussi. Lindy Waters, qui était un ancien de OKC, Lindy Waters qui a fait un peu des allers-retours à OKC ces dernières années, 104 matchs NBA au compteur pour Lindy Waters, qui a joué pendant 3 ans à OKC, 22, 23 et 2024, 104 matchs à OKC, coupé, et je crois que cette année il est avec les Warriors, si je dis pas de bêtises. Bah oui, si, parce qu'en plus il a mis un buzzer beater en Summer League là, pas Summer League, pardon, en pré-saison il a mis un buzzer beater. Mais voilà, là encore, Lindy Waters, profil shooter en sortie d'écran, plutôt pas mal à suivre, même si moi je l'ai pas dans ma All-Hipster Team. On verra comment ça va se passer. Et donc on peut avancer vers le poste 3, et en titulaire du poste 3 de la All-Hipster Team 2024, nous avons Vít Krejci. Vít Krejci, le Tchèque, Vít Krejci du République tchèque, qui a 24 ans, qui joue à Atlanta, et qui a joué 81 matchs en NBA pour l'instant en carrière. Vít Krejci, alors d'où il sort, c'était le 37e pick de la draft 2020. Donc c'était quand même, il y a pas mal de temps, 37e pick de la draft 2020, deuxième tour de 2020, donc il y a 4-5 ans maintenant, mais il n'a que 81 matchs au compteur en NBA. Pourquoi ? Parce que en fait il se fait drafter et il ne vient pas de suite, il joue en Espagne en 2021, saison 2021 en Espagne, et puis ensuite il vient en NBA, il vient à OKC, c'est OKC qui l'avait drafté, vous allez voir que ça va être important. Il fait 30 matchs à OKC en 2022, il fait 23 matchs ensuite à Atlanta, puis OKC abandonne le projet. Il est récupéré à Atlanta en 2023. Il fait 29 matchs à Atlanta là-bas. Et puis en 2024, donc l'an passé, il fait de nouveau 22 matchs à Atlanta, et notamment une très très belle fin de saison. Et puis bon, je le dis pas, mais des allers-retours avec la D-League à chaque fois, évidemment, entre D-League et équipe première de NBA. Mais j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on l'a vu un peu plus exploser, entre guillemets, sur la fin de saison 2024 là, avec Atlanta. Il a même été titulaire sur pas mal de séquences de fin de saison. J'aime beaucoup, et je pense que si je vous dis directement qu'il a été drafté par OKC, vous comprenez un peu l'idée, c'est-à-dire la fameuse philosophie de draft de OKC, de drafter des mecs qui sont à la fois bons shooters et aussi très bons passeurs et des très bons joueurs en mouvement. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est OKC adore prendre ce genre de profil qui rentre très bien dans le schéma de Mark Daigneault, c'est-à-dire le côté dribbler, passer, shooter et surtout en mouvement. Et donc, Vít Krejci, c'est un peu ça. Krejci, c'est un ailier de plutôt bonne taille, alors il est pas très costaud pour le coup, je dirais pas jusqu'à dire fin, enfin il est peut-être fin comparé au standard NBA, mais je veux dire c'est pas Pokusevski, par exemple, c'est pas un fil de fer non plus, mais relativement fin, pas bodybuildé, on va dire, assez dans ce type-là. Par contre, assez grand, assez long, il fait 6-8 de taille, et pour vous dire à quel point, à quel type de profil on a affaire, il est parfois listé comme meneur de jeu. Voilà, donc un mec de 6-8, meneur de jeu, pour vous dire à quel point on a du passing qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il a fait une passe en pré-saison là, qui a été beaucoup relayée, une passe tout-terrain, passe à terre, là, qui passe dans un trou de souris sur tout le terrain. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer cette passe de Vít Krejci. Voilà,
quand on a un mec de 6-8 qui parfois, selon les sites, est listé comme un meneur de jeu, ça pose un peu le calibre de notre passeur. Et en effet, on a un mec qui non seulement est un connecteur, un fluidificateur de jeu hors pair en termes de extra pass, altruisme, etc. Mais on a aussi un mec qui est dans la création pure, en fait, qui est dans le vrai passing de création, non pas juste amplifier un décalage déjà créé, mais créer le décalage. Et là où je trouve très bon, c'est pas tant le côté pick and roll, petits espaces, etc., mais plutôt en fait sur un aspect de driving kick où en fait en pénétration, il a un passing hyper intéressant sur des pénétrations de je vais jusqu'au panier et puis je ressors, ou alors je dépose la balle sous le panier sur un drop-off pass. Donc on a une vraie plus-value sur le poste de d'ailier en termes de passeur, hein, parce que voilà, il a un background, parfois il jouait meneur. Donc le passing d'abord et avant tout, les qualités athlétiques aussi, parce qu'il n'est pas bodybuildé, il n'est pas hyper costaud, mais c'est un athlète assez fluide, je trouve, assez fin, assez fluide, et qui a surtout encore une fois une bonne taille, donc c'est pas mal du tout. Bon, on n'a pas affaire à un driver, on n'a pas affaire à un mec qui en termes de scoring va être implacable ou quoi que ce soit, même pas hyper intéressant pour l'instant, mais c'est un profil qui en fait est extrêmement polyvalent. Passing, un peu de drive, un peu de shoot aussi, même pas mal de shoot, du shoot en catch and shoot, du shoot aussi parfois en pull-up, donc ça c'est assez intéressant. Un des points de bascule, ce sera évidemment de voir à quel point est-ce que Krejci peut être un bon shooter. Sur quel est-ce qu'on a vraiment affaire à un shooter d'élite, est-ce qu'on a affaire à un shooter très bien, est-ce qu'on a affaire à un shooter juste bon, juste dans la moyenne, etc., etc. Bon, voilà, là il sort d'une saison à 41%, mais la saison c'est 22 matchs, donc on s'en fiche un peu, ça veut rien dire 41% sur 22 matchs, mais je pense qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui en fait est un plutôt bon shooter. Je pense pas qu'on ait affaire à un shooter d'élite, mais un bon shooter, pourquoi pas. Donc voilà pour Vít Krejci, grosso modo, pour le profil très polyvalent, un joueur qui en mouvement est très bon, à la fois pour créer, mais aussi pour amplifier le décalage déjà créé. Donc ça c'est très bien. Et puis la taille au niveau du drive, et puis le toucher de balle aussi, et puis le shoot, et puis en défense aussi, quelqu'un qui est au moins viable, plutôt pas mal viable, parce qu'il a la taille. Pas non plus une mobilité latérale incroyable, hein. C'est un mec qui peut parfois se faire avoir par des petits explosifs, évidemment, mais je trouve que c'est pas mal du tout, hein. Comme dit, hein, le profil physico-athlétique est assez intéressant, ça coulisse pas mal contre des mecs de sa taille et de son gabarit, une bonne longueur de bras, belle activité, donc voilà, Vít Krejci, j'aime beaucoup, 24 ans à peine, et enfin, j'ai l'impression qu'il va avoir sa chance en NBA à Atlanta, après qu'il ait été drafté par OKC et qu'il ait fait un peu des allers-retours avec la D-League, donc Vít Krejci, titulaire poste 3 de la All-Star Team, et puis le backup, c'est Julian Champagnie. Julian Champagnie, si vous avez suivi les Spurs de fin de saison, vous n'avez pas pu passer à côté. Julian Champagnie, 23 ans à peine au San Antonio Spurs, il y était l'an passé, il y a encore 74 matchs en NBA à peine, donc ça passe au niveau de nos critères de match. Non drafté en 2022, il a fait 3 ans de fac à la fac de St. John's, la fac de New York, la fac new-yorkaise, et donc après ces 3 ans de fac, non drafté en 2022, en 2023, après sa draft, il est aux Sixers de Philadelphie. Finalement, ça colle pas trop, il joue pas trop, il est récupéré fin de saison 2023 par les Spurs en two-way contract, et puis il a passé l'entièreté de la saison 2024 chez les Spurs avec un temps de jeu de 20 minutes par match en 2024, et même si on prend à partir de février, il est à 25 minutes par match et titulaire NBA à 25 minutes par match chez les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Je pense qu'on est obligé de commencer par là. Julian Champagnie, ce que j'adore, mais vraiment plus que tout, c'est la défense. Et pas tant que ça la défense on-ball où, bon, c'est pas mal, hein, ça coulisse pas mal, ça a des longs bras, c'est assez athlétique. La défense on-ball, ok, c'est pas mal, mais en fait, c'est surtout moi la défense off-ball que je trouve vraiment de très haut niveau pour le coup. On a affaire à un mec qui est extrêmement polyvalent, qui a une très belle activité off-ball en termes de activité sur les lignes de passe, activité sur les stunts. Donc par exemple, je suis sur l'aile et un stunt, je viens faire un stunt, je viens boucher l'espace à l'intérieur puis revenir sur mon attaquant, ce genre d'activité. Et puis surtout, c'est un mec qui, en termes de protection de panier, est assez incroyable. Et je pense que les chiffres de block percentage lui rendent pas trop hommage là-dessus. Et d'ailleurs, pareil pour le steal percentage, il n'a pas des chiffres incroyables, mais son activité, son intelligence de jeu, je pense que les fans des Spurs savent de quoi je veux parler. On a affaire à un mec qui a une activité de défense off-ball et dans l'espace assez incroyable. Vraiment, mais j'insiste, hein, mais la protection de panier, le dépassement de fonction qu'il peut faire depuis son poste d'ailier, elle est assez impressionnante pour le coup. Et puis voilà, c'est aussi un mec qui est aussi, non pas 10 sur 10 en défense on-ball, mais très polyvalent, très intelligent, notamment avec Wembanyama, ce qu'il arrivait à exécuter pas mal, c'était ce qu'on appelle les late switch. Donc, c'est-à-dire que la couverture défensive, ça commence en drop, avec Wemby qui attend très bas par rapport au niveau de l'écran, très bas. Et puis, en fait, c'est un drop qui se transforme en un switch où
Champagny, plutôt que de suivre le mec à travers l'écran, hop, il reste sur l'écran et en gros il enlève la menace de pick and pop parce qu'il switch sur le mec qui est resté en pick and pop par exemple, ou alors des switches il va rester sur le mec qui fait le roll, qui roule au panier. Voilà, ce genre de truc. Donc vraiment, je pense que le côté hyper impressionnant avec lui, c'est le QBasket et cette intelligence de jeu, cette activité en défense off-ball qui est vraiment de haut niveau, je trouve. Bon, et puis par lien de corrélation, puisque j'ai parlé un peu d'intelligence défensive, évidemment ça se retrouve un peu de l'autre côté du terrain, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un mec qui est un très bon fluidificateur de jeu, de par son intelligence de jeu, de par l'extra passe, l'altruisme, et puis, même plus que ça, c'est un mec qu'on voit aussi l'intelligence de par les cuts, et l'activité off-ball en attaque aussi, où c'est un mec qui comprend les cuts, c'est un mec qui peut aller au panier dans le dos de la défense, etc. Donc ça c'est évidemment très bien, ça vient se rajouter au package. Et puis, peut-être que le point de bascule, ce sera le jump shot, parce que vraiment la défense, rien à redire, c'est largement viable défensivement, voire même plus que viable, c'est une vraie valeur ajoutée en défense, je trouve. Par contre, à quel point est-ce qu'il peut rester sur le terrain ou pas, et avoir une grosse carrière ou pas, à mon avis, ça va s'articuler autour de la question du jump shot. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que aux Spurs en 2024, ça mettait les tirs. Voilà, ça mettait les tirs, la mécanique est plutôt pas mal, le toucher de balle est plutôt pas mal, ça rentrait. C'est-à-dire 36% sur combien? Sur presque 4 par match en termes de tentatives. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Et puis, voilà, 4 par match alors qu'il joue 20 minutes en moyenne sur la saison, ça fait que par 100 possessions, on est à 9 3 points tentés par match. Donc pour le coup, le volume est là, l'efficacité, elle est plutôt par là. Et si on regarde un peu l'historique en carrière, qu'est-ce qu'il nous a fait en NCAA? En NCAA, c'est 35% à 3 points. Bon, voilà, niveau moyen. Mais par contre, 81% au niveau des lancers francs. Donc, l'indicateur lancer franc est quand même plutôt favorable. Pour dire que c'est peut-être pas une surchauffe, on a peut-être affaire à un mec qui est plutôt pas mal du tout en termes de jump shot. Et bon, j'ai même pas précisé, mais oui, il n'y a pas trop de création pure, il n'y a pas trop de dribble, il n'y a pas trop de création balle en main, il n'y a pas tout ça, bien entendu. Mais en fait, il suffit que le jump shot se stabilise et se confirme pour que, à mon sens, on ait affaire à un vrai joueur de rotation pendant 10 ans en NBA. Avec une défense positive, même largement positive en défense, avec cette activité off-ball hyper précieuse. Puis le jump shot aussi, les cuts, l'extra pass, le fluidification de jeu, etc. C'est un package vraiment que je trouve hyper intéressant. Donc à suivre ce côté jump shot, mais je suis quand même plutôt rassuré de voir comment ça a évolué et comment ça pourrait évoluer encore par la suite. Julian Champagny, à ne pas confondre d'ailleurs avec son frère Justin Champagny, qui était aux Raptors à l'époque, et qui, je crois, je sais plus où il est Justin, mais voilà, Julian, c'est le petit frère qui a 23 ans, un peu plus talentueux, en tout cas un peu plus de talent pur que Justin, qui est vraiment un peu le joueur de bout de banc, je trouve. Donc voilà pour Julian Champagny. Et puis, une fois n'est pas coutume, d'habitude, il n'y en a que 2 par poste, et en effet, on va rester à 2 par poste, mais petite dédicace pour celui qui aurait dû être titulaire l'an passé, mais finalement je l'avais pas pris l'an passé parce qu'il s'est blessé assez gravement au genou, il n'avait pas fait du tout la saison 2024, donc je m'étais dit, allez, je le prends pas cette année-là, je le prendrai l'an prochain. Arrêtons le suspense, c'est Vlatko Cancar, que j'aime vraiment beaucoup, Vlatko Cancar. Le problème, c'est que cette année, il a 27 ans. 27 ans, il aura bientôt 28. Donc, on n'est clairement pas sur nos critères de moins de 26 ans. Il est un peu vieux. Et d'ailleurs, il est un peu vieux pourquoi? Parce qu'il a déjà un peu une carrière, Vlatko Cancar. Alors, une carrière NBA, on va y arriver. Mais c'est aussi un mec qui avait commencé un peu en Europe, finalement, assez tôt, puisqu'il est dans des clubs professionnels depuis 2015. Rendez-vous compte. Donc, très très jeune, évidemment, mais très très jeune, il a commencé très tôt en Slovénie, puisque donc, il est slovène. Il a 27 ans, j'ai déjà dit, il va bientôt avoir 28 l'an prochain, dans quelques mois, donc voilà, ça passe pas au niveau de nos critères, au niveau du cut de l'âge, ça ne passe pas, mais je voulais quand même en dire 2 mots, parce que dans l'esprit, il aurait dû y être l'an passé, j'ai fait un peu l'erreur de pas le prendre, mais bref, allez, si vous êtes avec moi, vous êtes d'accord, on peut le considérer un peu là-dedans, dans cette équipe-là, un peu tout de même. C'est quelqu'un qui a été drafté en 2017, à l'époque, drafté en 2017, 49e choix de la draft 2017, par Denver, et mine de rien, même s'il est resté pas mal de temps en Europe, notamment il était au Mega Bmax jusqu'en 2018, ensuite à San Pablo Burgos, et en fait, il est en NBA depuis la saison 2020. Et j'ai même des souvenirs de lui. Il y avait un fameux match, pour vous dire, il est en NBA depuis avant le Covid, puisqu'il y a un match avant le Covid, juste avant le Covid, où Denver va chez le Utah Jazz, le grand Utah Jazz de Rudy Gobert, Mitchell, etc. Et ils y vont à 7.
Je crois qu'ils y vont à 7. Il y a une rotation extrêmement réduite à cause de blessures et de maladies, je sais pas trop quoi. Alors, non, je crois que c'est pas le Covid, mais il y avait beaucoup de blessés. Et en gros, voilà, Jokic plus 6 autres joueurs qui étaient parfois un peu des no-name, ils vont gagner contre le Jazz. Je crois que dans le lot, il y avait Torrey Craig qui avait fait un gros match, évidemment. Je crois qu'il y avait donc Vlatko Cancar. C'est la première fois premier souvenir que j'ai de lui, de Vlatko Cancar, c'est sur ce match-là. Donc en 2020. Donc voilà, c'est pour dire que, mine de rien, il a 27, 28 ans, bientôt. Il est en NBA depuis pas mal de temps. Hein. C'est déjà donc 2020, 21, 22, 23, 24. Il a déjà passé 5 ans à Denver, champion 2023, mais sans vraiment jouer, pas beaucoup en tout cas. Et là où je m'attendais un peu à une explosion en 2024, c'est que je pensais qu'il y aurait un peu plus de place pour Cancar en 2024. Le problème, c'est qu'il fait une saison blanche. Il s'est blessé au genou assez gravement. Je crois que c'était la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, la Coupe du Monde 2023. Mais voilà, au final, c'est un mec qui a 130 matchs NBA à peine et qui, pour détailler un peu le profil, bon, déjà, il y a un côté très vétéran, un peu un mec qui a une carrière pro en Europe, ça c'est quand même pas mal du tout. Ça, c'est déjà un bon indicateur, hein, pour le coup, que c'est un bon joueur. C'est pas un mec qui a fait juste 3 années de lycée et 2 années de fac et puis qui est balancé là, qui a fait 4 matchs de D-League, hein, grosso modo. Mais c'est un vrai bon joueur. C'est un vrai bon joueur qui est en sélection slovène. Je pense que les amateurs de basket européen le connaissent déjà beaucoup, même beaucoup mieux que les fans de NBA. Mais c'est un mec qui, en 2023, à Denver, était déjà à 15 minutes par match dans l'effectif de Denver champion NBA. 60 matchs et 15 minutes par match chez ce Denver Nuggets 2023 champion NBA. Et qui, en fait, est un profil extrêmement polyvalent. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec lui. Donc, c'est un ailier assez fin, pour le coup. Je pense que voilà, à 27-28 ans, il va pas gagner en puissance. On est un peu loin de... S'il avait 20 ans, on pourrait croire que, ah tiens, il peut ajouter ça. Si, non. En fait, non. Il est assez fin, mais assez grand, plutôt long, plutôt vif. Alors, pas explosif, mais plutôt vif, plutôt agile. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un profil un peu touche-à-tout, hein, au final. C'est-à-dire du shoot compétent, du passing aussi, du passing un peu de création secondaire, de passing de création, je veux dire, évidemment, d'abord, mais aussi bien entendu, aussi de passing, de fluidification, de faire l'extra passe, de faire l'altruisme, etc. Qui a un shoot qui est plutôt pas mal du tout. 36% en carrière en NBA à 3 points, 36%. Bon, c'est au niveau de la moyenne. Mais je pense que c'est un mec qui, là, on discute un peu de la profondeur d'effectif à Denver. Je pense que c'est quelqu'un qui peut prendre sa place. Enfin. Et j'espère, parce que voilà, il a quoi, 27 ans, on a dit 27 ans, bientôt 28 cette année en NBA. J'espère que ce sera un peu son année. Bon. Il est à moitié dans le All-Hipster Team, vous avez compris, parce qu'il aurait dû y être l'an passé, mais voilà pour le poste 3. Vit Krejci, Julian Champagny et, en bonus, Vlatko Cancar. Passons donc au poste 4, et en titulaire poste 4 de la All-Hipster Team 2024 du Basket Lab, nous avons Toumani Camara. Bon, qui techniquement est peut-être un peu un ailier, mais je pense qu'il peut un peu être décalé poste 4, poste 3-4 si vous voulez. On s'en fiche un peu des postes, hein, vous avez compris. Le but c'est de parler de joueurs intéressants. Mais Toumani Camara, donc ailier fort de 24 ans à Portland, et vous avez peut-être déjà entendu parler de lui si vous regardez Portland, donc peut-être pas, du coup, j'y réfléchi. 70 matchs en NBA, c'était l'an passé, puisqu'il est à peine en 2e année. Il va entamer sa 2e année, drafté 52e en 2023. Et donc, le 52e pick de la draft 2023, qui a pas mal joué, du tout à Portland en termes de qualité déjà et en termes de quantité aussi. Donc 70 matchs avec un plutôt gros minutage chez les Blazers, mais parce qu'il y avait la place aussi. Mais pour rappeler un peu son parcours, donc Toumani Camara, qui est-il ? C'est un Belge déjà, Toumani Camara, qui a fait 4 ans de NCAA, donc 2020 et 21 à Georgia, la fac de Georgia. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il a dû être coéquipier de Anthony Edwards à Georgia. Donc, 20 à 21, et puis il a transféré. Et lui, c'était après la règle des transferts. Donc, la règle était déjà en place. Il a pu transférer sans faire une année blanche. Et donc, il a fait ensuite 22 et 23 à la fac de Dayton, avant de rejoindre Dayton à Portland. Palam pam pam, j'essaierai d'insérer une batterie blague au montage. Mais non, mais alors voilà, 4 ans de fac, ça fait pas mal de temps. La fac de Georgia étant évidemment une plus grosse fac que à Dayton, sauf que c'est justement une plus grosse fac, il avait moins de temps de jeu, donc il a transféré à Dayton un calibre un peu en dessous, on va dire, et ensuite il a très bien joué au point donc de se faire drafter. Et donc, Toumani Camara, je pense que le profil est assez simple, défense. Voilà. Alors pas non plus défenseur d'élite. Je rappelle, on est dans la All-Hipster Team, donc c'est quelqu'un d'élite dans quoi que ce soit, ça va être compliqué à trouver, mais j'aime beaucoup la défense, mine de rien, parce que
Bon, les limites, on peut les mettre d'entrée de jeu. Les limites, c'est en termes d'explosivité. On n'a pas un mec qui est ultra mobile à ce point, en termes de, notamment tout ce qui est faire pivoter les hanches, par exemple. Le changement de direction, c'est pas non plus élite. Donc voilà, c'est quelques limites. Mais au-delà de ça, on a affaire à un mec qui est assez grand, même très grand. Il fait 6-8 de taille, avec une envergure de bras de 7 pieds de long. Donc très très grand, beau bonus d'envergure de bras. Et qui en termes de défense on-ball est aussi assez grand, assez puissant, et qui, pour sa taille et pour un ailier, voire ailier fort, coulisse plutôt pas mal, hein, plutôt très très bien en termes de la mobilité latérale. Comme dit, c'est pas de l'explosivité pure, une mobilité latérale qui est digne des tout meilleurs de NBA, mais c'est quand même pas mal. On est sur un 7 ou 8 sur 10 tout de même. Donc ça c'est bien, et ce qui fait que en fait on a affaire à un défenseur on-ball vraiment, je trouve, assez polyvalent, qui peut aller sur pas mal de profils différents, avec un aspect de puissance, de mobilité et de longueur de bras qui font du bien en fait, hein. Donc la défense évidemment est assez épatante, et également assez polyvalente. Donc ça, c'est la défense on-ball. Défense off-ball aussi, mine de rien, plutôt pas mal en défense off-ball, même si, bon, ça sera jamais un mec qui va... voilà, c'est pas Robert Covington, c'est pas Paul George, c'est pas un mec qui va protéger le panier, qui va faire un dépassement de fonction pour protéger le panier. D'ailleurs, je pense que son activité off-ball est quand même moins grande que celle de Julian Champagny, dont on a parlé à l'instant, au poste 3, mais c'est un peu l'inverse. Voilà, Champagny, c'est plus le mec actif off-ball, mais un peu moins exceptionnel, un peu moins bon on-ball. Camara, c'est un peu l'inverse, je trouve. On a un peu ce profil qui peut se mettre un peu partout, qui, en termes de défense on et off-ball, utilise pas mal son envergure de bras assez grande, hein, 7 pieds de haut, on l'a dit. Et grosso modo, en plus de cette défense très compétente, le profil d'attaque, on peut dire que c'est une espèce de crash and finish, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire voilà, le mec qui fait des cuts, le mec qui va au panier, le mec qui fait de la transition, un peu de shoot aussi, même si c'est un peu la grosse interrogation de son profil, mais grosso modo en attaque c'est ça, c'est-à-dire du crash and finish, rebond offensif et défensif, mais rebond offensif, les cuts. La grande question, c'est à quel point est-il ou peut-il être un bon shooter, parce que voilà, ça peut tout déterminer. Là, il a quand même pas mal joué parce que c'était Portland qui avait la place, évidemment. Mais s'il veut un peu réitérer ce genre de minutage dans des équipes compétentes et des équipes d'élite, bah, ça va passer forcément un peu par une viabilité offensive. Et la viabilité offensive, je pense que malheureusement, il n'est pas assez fort en termes de défense intérieure, en termes de protection de panier, rebond, etc. Même si il est pas mal au rebond. Mais je veux dire, en termes de protection de panier, il est peut-être pas assez fort, assez dans le dépassement de fonction pour assurer à lui seul un poste intérieur. Donc, il va falloir qu'il joue un peu à l'aile. Donc, il faut du spacing. Or, pour être viable en attaque et avoir ce spacing et ce shoot, eh ben, je dirais pas qu'on part de zéro, mais c'est quand même un peu loin, pour le coup, puisque indicateur de fac sur 4 ans de fac, donc c'est beaucoup. On est à 63% au lancer franc, donc c'est pas bien du tout, hein, 63%, évidemment, sur 400 tentatives en plus, parce que gros échantillon de fac de 4 ans, donc 63%, très mauvais indicateur, et aussi à 3 points, on est à 31% à 3 points en fac, sur 4 années de fac, 31% sur plus de 250 tentatives, ou un peu moins de 250, donc voilà, le shoot est pas trop là, en termes d'historique du shoot en tout cas, on n'est pas trop là, on a affaire à un mec qui a déjà 24 ans, il a déjà 24 ans, donc faut pas non plus s'attendre à des progrès exceptionnels, mais on va dire que si à terme, on pouvait au moins développer un petit catch and shoot à 3 points potable, bah ça ferait pas mal, mais personnellement j'aime vraiment beaucoup Camara, malgré ce manque de shoot. C'est un peu ce qui fait que voilà, il a été drafté aussi bas, hein, parce que la défense, on le connaissait, hein, vous lisez des scouting reports de l'époque, bah ouais, on savait que c'est un bon défenseur, mais le problème c'est que pour exister en NBA, il faut quand même l'attaque, et donc c'est pour ça qu'il a été drafté finalement très très bas, 52e en 2023. Donc voilà pour Toumani Camara, profil je trouve hyper intéressant et à suivre, parce que on n'est pas loin. Le point de bascule, c'est le jump shot, et si on avait juste un catch and shoot potable, ça pourrait faire l'affaire. Et puis en poste 4, à côté de lui, le backup poste 4 de la All Hipster Team 2024 du Basket Lab, j'ai choisi Dominique Barlow. Et Dominique Barlow, c'est un mec qui a un profil assez intéressant, qui dénote un peu avec les profils habituels, où vous avez entendu parler depuis le début. Je dis, c'est des mecs qui ont 23, 24, 25 ans, des mecs un peu vétérans, des mecs avec très peu de potentiel, ou en tout cas pas un profil de star à la base. Barlow, je dirais pas que c'est l'inverse totalement, mais un peu quand même. Donc Barlow, 21 ans, à peine 21 ans, Dominique Barlow, il joue à Atlanta. Il va jouer en tout cas à Atlanta cette saison 2025, mais avant ça, il est passé 2 ans aux Spurs en fait. Il était non drafté en 2022, il est passé aux Spurs, il a fait 61 matchs en NBA pour l'instant en carrière, donc on est en dessous de notre critère de 150 maximum, donc 61 à peine, sachant que c'était en 2023 28 matchs, en 2023 aux Spurs, et puis en 2024 33 matchs
aux Spurs également. Et c'est un mec qui, avant ça, d'aller aux Spurs, avant d'être non drafté, il sortait de la fameuse Overtime Elite. Donc qu'est-ce que c'est la Overtime Elite ? Il n'est pas passé par la case NCAA, il est passé par la Overtime Elite, qui est une ligue, comme nous racontait Hugues cet été, c'est la ligue NBA 2K, grosso modo. C'est une ligue de lycéens où on paye les lycéens pour jouer, un peu un showcase, mais le niveau de basket est quand même pas top. Donc un mec qui n'a pas un talent pur, je dirais pas générationnel, mais un énorme niveau de talent pur qui est déjà sur les radars, s'il performe pas beaucoup, pas très bien au Overtime Elite, il va pas se faire repérer et donc il est pas drafté. Et donc, Barlow, qui est-il ? C'est un poste 4 de 6'10", 6'9", 6'10 de taille, et qui, mine de rien, c'était quand même un 4 étoiles, un recrue 4 étoiles en sortie de lycée, donc c'était pas non plus n'importe qui, c'était pas mal, 4 sur 5, le maximum c'est 5, donc c'était pas un top 30 de sa QV, ok, mais il y avait quand même un peu de talent pur, mine de rien, et son année senior, alors une année qui est un peu tronquée à cause du Covid notamment, mais son année senior, on est autour des 28 points de moyenne, 17 rebonds et 3 assists par exemple. Donc voilà, pour un peu le niveau de talent qu'il y a derrière, on n'est pas totalement sur un no-name défensif, quoi, je veux dire, c'est un peu l'idée. Donc 6'10", une envergure de bras de 7'3", ça c'est pas mal aussi ce côté bonus d'envergure de bras. Désolé, j'ai pas les conversions en centimètres à chaque fois, alors déjà parce que je les ai pas en tête, mais aussi parce que les sites américains ils donnent juste ça. Donc bref, j'ai pas les centimètres, mais un mec de bonne taille, qui a plutôt de très longs bras. Le problème de son profil, c'est sans doute les qualités athlétiques qui sont pas géniales. On n'a pas affaire à un mec très aérien, on n'a pas affaire à un mec hyper explosif ou quoi que ce soit, mais j'avoue que quel est un peu l'intérêt de son profil ? J'ai un peu envie de dire talent brut, je sais pas, oui on peut dire talent brut, pas non plus talent exceptionnel, mais talent brut, très jeune et je trouve assez intelligent. Donc, il y a un peu tout à faire, mine de rien. Il y a quand même un peu tout à faire et on explique aussi le fait que ce soit assez imparfait. Il y a pas mal d'erreurs, on va l'expliquer, mais un mec qui est passé non pas par la NCAA, mais par la Overtime Elite, le mec a zéro chance d'apprendre à tout ce qui est fondamentaux, tout ce qui est technique, tout ce qui est savoir-faire, etc. Voilà, c'est clairement une ligue de showcase, de talent. Et puis ensuite, il va aux Spurs et il apprend un peu. Ok, mais c'est un mec, on sent que il y a pas mal d'erreurs par-ci par-là, mais de l'autre côté, il y a aussi de bons trucs, notamment le passing, l'intelligence de jeu et le passing. C'est, on prend notamment le fameux ratio de playmaking, à quel point tu fais des passes par rapport au nombre de ballons que tu as entre les mains. Assist percentage divisé par l'usage percentage, il est à 0,90 de ratio. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un profil quand même plutôt pas mal équilibré. Et si vous regardez les matchs des Spurs, comme si vous avez beaucoup vu Wembanyama, comme moi, vous avez sans doute vu Dominique Barlow, il a été à un moment son backup et c'est un mec qui était quand même pas mal du tout en termes de... Là, j'ai cité les stats, mais même dans le jeu, on le sent que c'est un mec qui fait l'extra passe, c'est un mec qui fait la passe simple, c'est un mec qui peut faire parfois des dribble and off, qui peut faire un peu l'extra passe en sortie de pick and roll, c'est un mec qui... Voilà, il y a un peu ce côté intelligence de jeu et passing plutôt pas mal du tout. Donc ça, c'est bien. Déjà, très bon indicateur de... Ok, le mec est passé par la Overtime Elite, un peu une ligue de entertainment, showcase, NBA 2K, etc. Mais il y a quand même un peu de cerveau. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les mecs qui passent par ces ligues-là en général. Donc ça, c'est bien, un côté passing. Et je pense qu'on peut l'inclure dans tout ce qui est une certaine polyvalence, je trouve, de profil. Alors, je ne sais pas à quel point il y a un potentiel de créateur. Peut-être un peu, mais pas des tonnes. Mais clairement, on a affaire à un mec qui a un peu de ballon, un peu de drive, un peu de post-up aussi. Bon, je répète, on est sur des standards de All Hipster Team, donc on n'est pas sur des standards très élevés, mais je trouve que c'est un mec qui peut un peu toucher à tout, contrairement à pas mal de profils, Toumani Camara, Julian Champagny, même Keon Ellis, des mecs comme ça. Il n'y aura pas de création, Drew Smith, il n'y aura pas de création pure. Je pense que Barlow, à terme, il y a un potentiel, alors, idéal, mais où il y a un peu de création. On voit que parfois il peut faire du post-up face à certains match-up. On voit que parfois ça fait du drive contre d'autres match-up un peu lents dans le périmètre. Plus le passing, plus parfois un peu des rolls, du pick and roll. Alors, le problème c'est qu'il n'est pas explosif, mais il est assez agile, donc ça va, ça peut passer. Et clairement, l'idée, ensuite, pour la défense, déjà un défenseur de switch, on va dire, plutôt ce type-là de poste 4 un peu mobile. C'est pas un mec qui va être l'encre défensive d'une défense de par la protection de panier, non. Mais c'est un mec qui à terme peut être dans des schémas un peu plus polyvalents. Donc ça, c'est pas mal. Avec belle envergure de bras, belle mobilité. Donc c'est intéressant. Après, le problème, c'est qu'on a vraiment affaire à un mec qui n'a pas du tout de technique défensive. C'est par exemple un mec qui... autant parfois il y a des flashs hyper impressionnants. Par exemple, défense en deuxième rideau. J'ai un flash là en tête là contre Giannis. Genre, il est côté faible. Giannis qui roule au panier sur un pick and roll. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient contrer Giannis au panier sur une rotation en deuxième rideau. Voilà, ça c'est quand même pas mal du tout, ce genre de flash. Ou alors sur pick and roll, ça coulisse et puis ça compte le tir à la fin.
ok. Et puis il y a d'autres cas où le mec ne sait pas faire en fait. Il n'a pas ce savoir-faire du genre il est en pick and roll, il sait un peu de faire un drop, donc de rester un peu en retrait par rapport au niveau de l'écran. Et puis le porteur de balle drive vers lui. Et il n'est pas du tout en bonne position, il le bouscule complètement. Et enfin voilà, le genre d'imprécision grossière en fait. Qui font qu'en un sens, à la fois c'est pas bien d'avoir à ce niveau d'imprécision. Et de l'autre côté, je me dis aussi, ça rajoute peut-être un terme de potentiel parce que c'est pas un mec qui ne peut pas. C'est peut-être aussi un mec, en un sens, qui ne sait pas, qui n'a jamais appris. Un mec très jeune, jamais vraiment formé, qui a passé 2 ans en Spurs, et c'est pour ça qu'on a vu un peu le développement un peu de cette technique, de ce savoir-faire. J'espère qu'à terme, on pourra avoir un peu plus, parce que je dis pas qu'on a affaire à un joueur NBA, titulaire NBA ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a un peu de potentiel. Un peu de potentiel, c'est un pari, un long shot, je pense, mais c'est un profil polyvalent, à la fois en attaque et en défense, donc ça peut être pas mal. Le seul problème, c'est que j'aurais bien aimé compléter ce profil polyvalent par du shoot. Et ça, pour l'instant, on l'a pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y a un toucher de balle de folie. Et de toute façon, il ne tente pas de jump shot pour l'instant. Pas trop. Indicateur lancé franc pour vous dire 66%. Bon, voilà, c'est pas top. Donc je sais pas trop quoi faire avec lui. J'aime pas mal. J'aime pas mal le potentiel. J'aime pas mal l'idée théorique. À quel point est-ce que le joueur est intéressant pour l'instant? Pas à des tonnes, pas encore. Mais bon, on va dire que sur une All Hipster Team, on peut se permettre de faire des paris comme ça, c'est un peu toute l'idée, d'essayer de parier sur des long shots. Donc Barlow, à mon avis, est un comme ça, où à terme, on peut avoir un profil intéressant, polyvalent des deux côtés du terrain. Donc voilà pour Barlow. Et voilà pour ce poste 4. Et puis, donc, on peut enchaîner avec le poste 5. Et en titulaire poste 5 de la All Hipster Team 2024 du Basket Lab, nous avons Tristan Vukcevic. Tristan Vukcevic, pivot des Washington Wizards, qui a 21 ans à peine, Vukcevic. Et je pense qu'il faut un peu raconter l'histoire de Vukcevic, qui a été donc le 42e pick de la draft 2023, mais qui n'a pas du tout une année rookie classique. Enfin, d'ailleurs, il n'a pas eu du tout une vie classique, je peux raconter. Il est serbe, mais il n'est pas que serbe, il est serbe, grec, suédois, et il est né en Italie, puisque son père, qui était un ancien basketteur pro, jouait en Italie à ce moment-là, donc techniquement, il avait la possibilité de prendre le passeport, enfin, il a le passeport, il avait la possibilité de jouer en international pour la Serbie, la Grèce, la Suède, de par sa maman, ou l'Italie aussi, Italie, Espagne même, je crois, puisque Espagne, il pouvait aussi, parce que donc, justement, si on passe au parcours, c'est un fils de basketteur pro, donc voilà, et puis surtout, donc, un jeune phénomène qui a été repéré très très tôt sur les circuits et qui, pour vous dire, entre 2019 et 2022, il était au Real Madrid. Voilà, donc il était au Real à cette époque-là. Il a dû croiser d'ailleurs le jeune Alex Sarr, qui a été drafté là par Washington aussi. D'ailleurs, bah oui, j'ai pas pensé, mais c'est les retrouvailles. Un retrouvaille à Washington pour Alex Sarr et Vukcevic. Donc voilà, un mec qui très tôt est au Real Madrid pendant 3 ans sur les circuits de jeunes du Real. Donc en général, c'est un indicateur que il y a du potentiel qu'on voit très tôt. Ensuite, entre 2022 et 2024, il est au Partizan Belgrade. Et puis, c'est assez atypique, mais il n'est pas venu en NBA directement, en fait, même s'il a été drafté l'an passé. Il a donc fait quelques mois au Partizan Belgrade. Et puis en mars 2024, il y a quelques mois à peine, en mars 2024, en pleine saison, il quitte le Partizan et il rejoint Washington. Et donc en fait, Vukcevic, drafté en 2023, n'a que 10 matchs au compteur, 10 matchs NBA, les 10 matchs de fin de saison à Washington. Pour vous dire le profil et pourquoi est-ce qu'il a été repéré en tant que jeune très tôt par le Real Madrid, c'est un mec qui est très grand, qui a un profil physique très grand et du toucher de balle. Voilà, un peu le jackpot de ce point de vue-là. Un mec de sa taille qui a du toucher et du jump shot. En général, ça court pas les rues, donc c'est aussi le truc le plus facile à repérer. Donc c'est aussi pour ça que ce genre de profil, d'ailleurs, un peu comme Alex Sarr, décidément. Mais Sarr, c'est un peu pareil. Hein. Taille et shoot très tôt, donc repéré très tôt. Et clairement, on a affaire avec Vukcevic, avec un mec qui, peut-être d'ailleurs, le plus gros potentiel de cette QV 2024 de la All Hipster Team en termes de potentiel pur. C'est peut-être lui qui a le plus gros et qui, à terme, peut devenir le meilleur joueur, je pense. Enfin, peut-être pas devenir à terme le meilleur joueur, mais celui qui, dans le plafond haut, le potentiel maximum est le plus haut de tous. Voilà, je pense que peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être que Keon Ellis fera une meilleure carrière de facto, mais Vukcevic est celui qui a le plafond le plus haut, donc à voir s'il arrive à l'atteindre ou pas. Mais on a vraiment affaire à un très beau pivot. Alors, pivot physique et shoot, on l'a dit. Physiquement, c'est pas un monstre. C'est pas genre un mec bodybuildé, c'est pas un mec hyper puissant. C'est un mec qui fait 6'10 de taille, pas mal, et puis une envergure de 7'2, 7 pieds de long, 7'2.
Donc pas mal du tout, mais c'est pas un mec bodybuilder, hein. Comme dit, c'est pas un athlète non plus ultra explosif, mais c'est un mec qui, pour sa taille, a une agilité, une flexibilité plutôt impressionnante, hein, pour le coup. Donc ça, c'est assez notable, hein, un mec de sa taille, donc très grand, qui est agile et coordonné à ce point dans l'espace, c'est très bien. C'est pas un mec qui est pas capable de bouger dans l'espace, comme on l'embrasse, Moses Brown, par exemple, All Hipster Team 2021. Donc voilà, le profil physique, déjà, c'est la première chose. La seconde, on a déjà un peu parlé, c'est le shoot. Évidemment, le shoot avec un toucher de balle, un historique de shooter depuis des années. Les chiffres sur 10 matchs, je ne vais même pas daigner vous les donner, l'efficacité sur 10 matchs, à Washington, je veux dire. Mais c'est un mec qui peut, dans le jeu, on l'a vu faire des catch and shoot, on l'a vu faire des pull-ups, même faire des face-up jumpers, et puis dégainer rapidement sur isolation face à un mec. Enfin voilà, on a vraiment affaire à un vrai shooter, qui a une vraie diversité de shoot, et qui, voilà, c'est un mec qui peut même dégainer en pull-up. Pour vous dire à quel point ce qu'on a aussi cette variété et ce niveau de shoot, c'est qu'on a un vrai pivot qui peut faire des pull-ups, qui peut faire des step-back, donc une mécanique de tir assez fluide, hein, pour sa taille. Je dirais pas jusqu'à dire comme Wemby, mais un peu dans l'idée du pivot qui shoot et qui est très à l'aise pour shooter, avec en plus ce toucher de balle, et un toucher d'ailleurs qu'on retrouve aussi proche du panier, pour le coup. Je pense que c'est aussi un de ses atouts, c'est que ce toucher, cette précision, cette finition, on la retrouve autour du panier. Et je parlais du profil physico-athlétique d'un mec qui est pas puissant, qui est pas explosif, mais qui est fluide. C'est notamment aussi ce qui est bien, c'est que avec la menace de son shoot, il a pas mal de fois le défenseur qui fait un close-out, une fermeture très agressive, et donc il peut attaquer en sortie de dribble. Et ça fait aussi partie de l'attrait du profil et du potentiel, hein, potentiel pur, c'est que on a de la création et on a un mec qui peut faire des drives. Depuis sa taille, il peut faire des drives, il peut attaquer balle en main le panier et donc finir autour du panier avec des hook-shots, des flotteurs et ce genre de choses. Je pense que bon, j'ai pas de données sous la main, hein, mais parce qu'on n'a pas de match à se mettre sous la dent, mais c'est pas un mec qui va attaquer le contact, c'est pas un mec qui va avoir beaucoup de points en lancer franc, je pense pas. On est plutôt dans le style finition pure et finesse. Mais voilà, un mec qui vraiment a ce potentiel offensif de scoring assez intéressant en tant que menace de pick and pop, en tant que menace de pull-up, parfois en tant que shoot en sortie d'écran, un peu, en shoot en mouvement en tout cas, en tant que drive aussi, capacité à driver balle en main jusqu'au panier. Le passing a pas l'air hyper là, pas l'air trop là, mais on suivra ça. Et puis, en fait, la question c'est à quel point est-ce que l'attaque peut exploser, et puis à quel point est-ce que la défense peut tenir. Et là, pour le coup, je pense pas que ce soit catastrophique. Je pense même que ce qu'on a pu se mettre sous la dent là, les 10 derniers matchs à Washington, c'était pas mal du tout. Mais bon, je pense qu'on n'a pas affaire à un mec all defense, hein, clairement. Mais ne serait-ce que tirer profit un peu de sa taille et de ses plutôt longs bras, sa belle mobilité, sa belle fluidité de corps, on peut arriver à déboucher sur un défenseur relativement viable. En tout cas, c'est un peu l'espoir. Et si on a un défenseur viable, oui, à partir de là, il peut être sur le terrain et il peut exploser en attaque et avoir un vrai rôle. Clairement, pour moi, ça paraît pas probable, ça paraît pas fait d'avance, mais si vous me dites, dans 5 ans, Vukcevic, c'est un pivot titulaire d'une bonne équipe NBA avec juste assez bon en défense, avec pick and roll, défense pick and roll et protection de panier juste assez bon, et en plus de l'autre côté, 35 minutes par match, 20 points de moyenne, et puis du pick and pop à tout va, et puis du post-up, du pull-up, etc., je serais pas choqué. Ça fait partie des possibilités. C'est pas probable, mais c'est possible. Donc, je pense que le potentiel est assez grand, à ce point intéressant avec Vukcevic, non pas Nicolas Vucevic, mais Tristan Vukcevic, à suivre, parce que c'est peut-être mon talent de play de cette année, et puis je me suis empressé de le prendre parce que pas de raté au premier tour, encore très jeune, encore très tôt, à peine 10 matchs NBA, pas trop connu. Donc voilà, Vukcevic pour notre pivot titulaire de la All Hipster Team, et puis le backup, l'autre pivot de cette All Hipster Team 2024, c'est Orlando Robinson. Donc, Orlando Robinson, 24 ans, à peine 24 ans, enfin, c'est pas mal, hein, mais on est en dessous des 26, je veux dire, 24 ans, il joue à Sacramento cette année, il a signé aux Kings, mais avant ça, il avait fait 67 matchs NBA du côté de Miami, puisqu'il a été non drafté en 2022. Quoique non, je vais pas le prendre à l'envers, je vais le prendre à l'endroit. Donc, il fait 3 ans de fac à Fresno State, qui est pas une grosse fac, hein, pour le coup, c'est la fac de Paul George, hein, d'ailleurs, Fresno State, qui est pas une grosse fac, mais bon, voilà. 3 ans en 2020, 21, 22, non drafté à sa sortie de la fac en 2022, et récupéré par Miami, où il fait 67 matchs là-bas entre 2023 et 2024. Et puis donc, là, il a signé aux Sacramento Kings. Pour décrire le profil, on a affaire, je trouve, à un pivot assez complet, mine de rien. Assez complet, notamment pas mal qui peut un peu toucher à tout en termes de création offensive, un peu de post-up, un peu de shoot, on va le développer, et qui, physiquement, le gros défaut, c'est qu'il n'a pas un profil athlétique si
impressionnant que ça. Il n'est pas du tout explosif, par exemple. Il est pas du tout vif ou explosif comme certains en NBA. Mais c'est un mec qui, au-delà de ça, est assez puissant, même pas mal puissant, et qui, au-delà de ça, est aussi grand. Il fait 7 pieds de haut et très très long. Une très très belle envergure de bras, puisqu'il est à 7,4 d'envergure de bras. Donc pas parmi les plus grands de NBA, mais quand même très très grand, 7,4 d'envergure de bras. Et on le voit, dans le jeu, ça se voit qu'il a ses bras, ça lui sert pas mal. Donc, première chose, ce profil physico-athlétique où il n'est pas hyper vif, il n'est pas hyper explosif, mais très grand, très long. Donc ça, c'est bien. Et puis, comme dit, c'est malgré ce côté athlète un peu moyen, c'est un mec qui peut faire du post-up. Déjà, première chose, un vrai joueur de post-up, donc contre un switch, il peut punir. C'est pas du post-up de création, c'est pas Jokic, c'est pas Embiid, c'est pas du post-up d'initiation d'attaque, mais il peut punir les switches au moins. Donc c'est pas un mec totalement inapte sur du post-up. Il a un peu de ballon là-dessus, donc ça c'est pas mal du tout. Avec notamment donc du hookshot et plus généralement du toucher de balle autour du panier. Donc ça j'aime bien. Un peu ce combo taille, longueur et toucher de balle autour du panier. C'est très cool. Donc des hookshots, des flotteurs autour du panier, c'est pas mal. En termes de menaces, de pick and roll, il va pas être très aérien, vous avez compris. C'est pas un mec hyper aérien, mais relativement vertical de par ses bras, notamment. Donc ça va pas popper très haut en termes de détente, mais il peut jouer le pick and roll parce que finition avec les bras en verticalité, finition avec le toucher de balle quand il va pas au dunk, mais il a la balle autour de la raquette, dans la raquette autour du panier, il y a un peu de toucher de balle pour faire la finition. Et puis surtout, excellent poseur d'écran. Je trouve que c'est un très très bon poseur d'écran, donc ça aide aussi à faire le décalage au démarrage du pick and roll. Donc ça j'aime bien. Le post-up, le roll, et puis même un peu un début de jump shot pour le coup, puisque on l'a vu que par bribes. On l'a vu notamment en Summer League une année, on l'a vu un peu à Miami, mais à Miami il n'a pas joué tant que ça en termes de minutes, donc on peut pas trop dire. Mais je trouve qu'il y a un début de jump shot, si on regarde un peu les fois où il a beaucoup joué en Summer League ou autre, la mécanique de tir est pas mal du tout. Le toucher de balle, on l'a dit, autour du panier est très bon, donc c'est quand même assez rassurant d'avoir un peu cette base, ce capital de base de toucher. Indicateur NCAA, on est à peine à 71% lancé franc et 32 à 3 points, mais bon, je trouve que le toucher de balle est là, pour le coup. Donc, vu que la mécanique est pas mal et que le toucher est là, j'ai envie d'y croire. Et en plus, on rajoute à ça du dribble. Il est aussi capable d'évoluer un peu dans le périmètre et de dribbler un peu partout sur le terrain. Bon, c'est pas explosif, donc la capacité à créer le décalage, elle est pas là, elle est pas trop là. Mais bon, ça vient se rajouter un peu à ce profil polyvalent. Et c'est aussi un bon passeur, très bon passeur, je trouve. Pas du passing de création pure, mais quelques très très belles passes à l'occasion. Et d'ailleurs, le ratio de playmaking, il est au-dessus de 1. Au-dessus de 1 de ratio entre le assist percentage divisé par le usage percentage. Donc pas mal de passes, pas mal altruistes et pas mal de passes simples, voire même de passes un peu plus que simples. C'est pas mal du tout. Et finalement, la question, ça revient aussi à la défense. Est-ce que ça peut tenir en défense ? Honnêtement, je trouve que c'est pas du tout le pire qu'on ait jamais vu dans la All-Hipster Team. Si on compare notamment à Omer Yurtseven, par exemple, qui était aussi à Miami. D'ailleurs, il a remplacé un peu Omer Yurtseven pendant que Yurtseven s'est blessé. Ensuite, il est parti au Jazz. Mais non, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un peu le défaut de parfois un peu pâteau, pas explosif, donc pas immobilité géniale, mais pas si pâteau que ça non plus. Voilà, c'est pas Moses Brown, encore une fois, pardon Moses Brown, mais c'est pas un gros pâteau, donc ça peut parfois coulisser sur pick and roll. Bon, faut pas trop le faire changer de direction, faut pas le faire pivoter les hanches, on est d'accord, mais ça peut coulisser pas mal, et puis en plus, avec ses longs bras, je trouve que c'est pas mal du tout. La protection de panier, c'est pas génial, mais ça peut faire un peu le taf, pour le coup, avec ses longs bras, donc s'il est en bonne position, c'est pas mal. Et puis le rebond, je trouve que c'est aussi un très bon rebondeur, offensif et défensif, donc ça peut aider. Voilà pour Robinson, je me demande un peu à quel point est-ce qu'il va jouer à Sacramento, mais voilà, à monitorer. Je sais pas si ça se dit en français, à monitorer la situation de Orlando Robinson, qui est notre pivot backup de cette All-Hipster Team 2024. Et avec ceci, je récapitule, nous avons en meneur Drew Smith et Craig Porter Jr., enfin surtout Craig Porter Jr. et Drew Smith, meneurs de cette année. À l'arrière, Keon Ellis et AJ Green. En poste 3, nous avons Vit Krejci et Julian Champagny, et puis un peu Vlatko Gončar. Poste 4, Toumani Camara et Dominique Barlow. Et puis poste 5, Tristan Vukcevic et Orlando Robinson. Voici pour la All Hipster Team édition 2024 qu'on a fait cette année. On a réussi à la faire avant le début de saison. J'avoue que, pour le coup, je suis aussi assez fier de ça, niveau timing. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous aurez accroché un peu à cette All Hipster Team. Je sais que bon, c'est pas non plus, on a quand même parlé beaucoup de joueurs un peu no-name, dont sans doute la moitié, ne feront pas carrière du tout en NBA, probablement. Mais voilà, c'est aussi un peu l'exercice du jour, c'est le scouting un peu obscur.
savez que c'est un peu ma passion, ce scouting. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. Et c'est vrai que quand j'ai lancé le Basket Lab à l'époque, les premiers épisodes, c'était sur Luka Doncic, sur Haliburton et sur Nikola Jokic notamment. Mais de suite, j'ai voulu un peu apporter un contrepoids et dire attendez, le Basket Lab, vous allez voir, c'est sérieux. On parle pas que de ce qui fait parler, on parle pas que de putaclic ou quoi que ce soit. J'avais fait un épisode 2 sur Orlando, le duel des jeunes joueurs de Orlando. Et puis aussi donc le format de All Hipster Team où on va vraiment parler de mecs totalement obscurs. Mais vous avez vu que au final, ça s'est quand même plutôt pas mal déroulé parce que juste sur la première année, Vanderbilt, il allait se révéler cette année-là comme en 2022 comme un pivot, comme un poste 4 titulaire d'une très bonne défense des Wolves. Et puis Nadrid, je suis quand même assez fier de ce pick là aussi. Donc voilà, c'est aussi le Basket Lab, on parle de tout, on parle vraiment de tout et pas que de ce qui marche sur YouTube ou en podcast. Regardez les stats toute la journée d'ailleurs. Si je fais des formats comme ça, c'est que justement je regarde pas trop les stats, pour le coup même pas du tout. Bref, donc voilà, je sais que le format il est pas pour tout le monde n'apprécie pas forcément, mais pour certains habitués et pour certains tout court, ça peut plaire. Donc voilà, moi c'est un peu ma passion, c'est un moyen de la partager, le scouting. Et puis surtout c'est marrant parce que très vite je me suis dit tiens, ça pourrait être un truc assez cool que vu que l'anniversaire c'est le 16 octobre, est-ce qu'on pourrait pas démarrer chaque saison du Basket Lab, chaque nouvelle saison, le 16 octobre, date d'anniversaire, avec le format. Alors on peut pas faire tous les ans l'épisode 1, Luka Doncic est-il un bon jump shooter? Évidemment, on va pas le faire tous les ans, mais par contre, c'est vrai que parmi les premiers épisodes, il y avait cette All Hipster Team. Et donc ça fait des années que je me dis, tiens, c'est vrai que si on est arrivé, ça pourrait être cool de commencer la saison avec ça, le 16 octobre, un peu date symbole. Le 16, on fait la All Hipster Team. Bon, il se trouve que les années d'avant, j'étais un peu à la bourre. La 2022, je l'ai faite en début décembre, puis la 2023, n'en parlons pas, je l'ai fait en mars dernier, donc très très en retard. Là, je suis assez content parce que je m'y suis tenu. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire la All Hipster Team pour lancer la saison d'après, le 16 octobre. Donc je suis un homme comblé d'avoir réussi ce challenge-là. Et donc, la prochaine fois, n'ayez crainte, après le CBA et après la All Hipster Team, on va enchaîner sur un truc quand même un peu plus sexy, mine de rien, qui va intéresser le plus grand nombre, puisque la prochaine fois, normalement, on va se retrouver pour parler avant les previews. Juste avant les previews, on va se faire un top 10 des joueurs qui vont exploser au plus haut niveau en 2025. On a déjà fait les jeunes qui vont éclore avec Baptiste. Là, on va parler des joueurs, des futurs stars en 2025. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci, comme à chaque fois, pour votre soutien, notamment beaucoup de très gentils messages à la fin du top 100. Ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui mettent des étoiles sur iTunes, Spotify, un peu partout, les commentaires YouTube, les likes, etc. Vraiment merci à tous et d'ailleurs, j'en profite, allez, date d'anniversaire. En cette date d'anniversaire du 16 octobre, si vous pouviez mettre un petit like, un petit 5 étoiles sur iTunes ou n'importe pour soutenir le podcast, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir, à l'ego ça fait du bien. Et puis, blague à part, c'est ça qui fait aussi grandir le podcast. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui vont le faire pour fêter ces 3 ans de Basket Lab ensemble. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.